Voilà, écoutez, je vous propose que nous commencions. Donc, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue pour cette réunion de présentation de l'école alsacienne. Je suis Brice Parent, je suis le directeur du collège et du lycée et je vais laisser mes camarades se présenter. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, je suis Gauthier Le Chevalier et je suis le directeur de la maternelle et de l'élémentaire. Bienvenue pour cette réunion. Et bonsoir à toutes et à tous, je suis Thomas Portenoy, je suis l'adjoint de Brice Parent, plus spécifiquement en charge du lycée. Bonsoir à toutes et à tous et donc bonne réunion. Alors, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Pierre de Panafieux, qui est le directeur de l'ensemble de l'établissement. On fait 2 réunions. Il était là hier, donc si vous voulez le voir, regardez l'enregistrement de celle d'hier. Mais ce soir, malheureusement, il a une autre obligation qui le retient. On va essayer de faire de notre mieux en son absence pour vous présenter l'école alsacienne, qui est donc un établissement privé sous contrat d'association avec l'État. Je vais revenir sur ce point et vous expliquer ce dont il s'agit. Nous sommes très heureux de vous présenter l'établissement ce soir. On va vous donner un certain nombre d'informations, on va répondre à vos questions. Et donc, sur les modalités pratiques, je précise, alors d'une part que cette visioconférence est enregistrée, mais on ne voit et on n'entend que ceux qui parlent. Donc, le plus simple, c'est que vous posiez vos questions par le chat. Et ces questions, on va s'efforcer d'y répondre tout au long de la réunion. Donc, vraiment, n'hésitez pas à utiliser cet outil. Je vois que ça fonctionne et que vous arrivez à l'utiliser très, très bien pour rendre l'échange le plus interactif possible. On va essayer d'être assez rapide sur les éléments de présentation et puis de prendre le temps de répondre à vos questions le plus possible. Donc, posez vos questions tout au long de cette visioconférence. On pourra y répondre à vos questions à la fois dans le chat directement, mais aussi en prenant la parole et en adaptant un petit peu notre propos à vos interrogations. Alors, un tout petit point pour commencer. La première question qu'on se pose souvent, c'est pourquoi école alsacienne? Et la réponse qu'on peut apporter, c'est que c'est un établissement qui a été fondé il y a 150 ans. En fait, notre 150e rentrée en 1874 par des familles alsaciennes qui fuyaient la guerre de 1870 et qui sont venues s'installer à Paris. Et comme d'une part, on pouvait parfois se moquer un petit peu de leurs enfants réfugiés qui avaient un petit peu un accent alsacien, voire un accent allemand. Comme par ailleurs, elles pouvaient considérer que l'école l'école en général avait une responsabilité aussi dans la défaite de 1870. Elles ont souhaité apporter un autre modèle pédagogique inspiré de ce qui pouvait se pratiquer à Strasbourg et en particulier dans un établissement qui est un petit peu l'établissement d'où provient l'école alsacienne, le gymnase Jean Sturm de Strasbourg, et elles ont décidé de confier leurs enfants à des pédagogues et de créer un établissement laïque. Et j'insiste beaucoup sur ce point. L'école alsacienne est un établissement laïque dès l'origine, dès sa fondation en 1874, c'est-à-dire avant même que cette notion existe et s'impose dans les établissements publics. Donc, un établissement créé par des parents, et ce point-là est très important parce que dans notre rapport aux familles, il y a une question de confiance qui est absolument fondamentale. Et pour nous, il est fondamental que les familles prennent pleinement leur part dans notre établissement et nous travaillons, nous aimons bien cette idée de la coéducation. Nous éduquons vos enfants et évidemment en partenariat avec l'ensemble des parents de l'établissement. Un établissement laïque dès sa création, dès sa fondation, qui met en place un certain nombre d'innovations assez rapidement et qui sert de laboratoire à l'école républicaine qui est en train de se mettre en place.
et un établissement qui va devenir plus tard, quand la possibilité sera là, un établissement sous contrat d'association avec l'État. Ce qui signifie que, comme tous les établissements sous contrat, nous respectons scrupuleusement les programmes de l'éducation nationale, les horaires de l'éducation nationale, et que nos professeurs sont, dans leur immense majorité, des professeurs de l'éducation nationale qui ont les concours et qui sont rémunérés par l'éducation nationale. Le reste, en dehors des professeurs, c'est évidemment à la charge de l'établissement, et c'est pour cela qu'il y a des frais de scolarité, donc tout ce qui concerne l'aspect administratif, l'aspect éducatif, et puis parfois, lorsqu'on veut renforcer tel ou tel point dans le domaine pédagogique. Voilà en quelques mots ce qui fait ce qui explique la création de l'établissement et ce qui constitue son fil directeur tout au long de ces 150 ans d'histoire. On est très attaché au fait d'être sous contrat, bien évidemment, très fier de remplir une mission de service public et d'essayer de le faire le mieux possible. Alors, pour aller à ce qui nous concerne aujourd'hui, à notre époque et à notre projet d'établissement, ce projet d'établissement, il prend appui sur justement des valeurs, des choses importantes que nous avons essayé de garder, de conserver tout au long de cette histoire de l'établissement. Et l'idée principale, c'est que ce que nous cherchons à faire, bien sûr, c'est de former des futurs citoyens pour qu'ils soient, quand ils sortiront de l'école alsacienne, quand ils pourront prendre une place dans la société, qu'ils soient de futurs citoyens libres, heureux, éclairés, ouverts sur les autres et sur le monde. Et nous nous attachons fortement à ce projet éducatif et à faire en sorte qu'ils soient aptes à prendre leur place dans le monde d'aujourd'hui, de la même manière que l'enjeu en 1870, c'était de faire en sorte que les élèves formés dans l'établissement aient aussi cette capacité à agir sur la société de leur temps. Et il nous semble que pour faire cela, en des temps qui sont aujourd'hui un petit peu compliqués, les valeurs qu'il faut leur transmettre, celles qui sont essentielles et celles qui vont rythmer un petit peu cette réunion aujourd'hui, ce sont des valeurs de coopération, de créativité, de confiance. On aura le temps de revenir tout au long de cette soirée sur ces trois termes-là qui nous semblent vraiment essentiels parce que former des enfants, des adolescents, des futurs citoyens aujourd'hui, ça nous semble passer par le fait de développer ces qualités fondamentales, développer la capacité à inventer, à créer de nouvelles choses, à travailler en confiance avec les autres, avoir confiance en l'autre, avoir confiance en l'avenir aussi. Donc encore une fois, on y reviendra, mais c'est un petit peu ce qui porte notre projet d'établissement quand on essaye vraiment de le résumer et de le dire en quelques mots. Pour en venir au point principal, peut-être juste avant, j'ai oublié de le préciser en ouverture. Aujourd'hui, on va vous parler de l'établissement dans son ensemble. On est une école maternelle avec 5 classes. On est un établissement, une école élémentaire avec 17 classes, un collège avec 24 classes, un lycée avec 18 classes. Et donc, on accompagne les 1850 élèves qui nous sont confiés de la maternelle jusqu'à la terminale. Et là aussi, c'est un point qui nous semble très important, de pouvoir suivre la scolarité et l'évolution d'un enfant dans la durée. Et on a la chance que l'immense majorité de nos élèves et des familles fassent le choix de rester, fassent le choix de cette continuité. Et donc, on voit très concrètement nos élèves grandir année après année, évoluer. Et ce qui signifie aussi que nous faisons le choix de garder nos élèves.
Parfois, il peut arriver que dans certains établissements, au fur et à mesure de la scolarité, on préfère orienter vers d'autres lieux certains élèves. C'est pas du tout le choix que nous faisons. Tous nos élèves ont leur place tout au long de leur parcours scolaire, à condition bien sûr de franchir les différentes étapes, notamment la fin du collège, le passage aussi de de la seconde à la première. Ce sont des paliers d'orientation, mais voilà, à de rares exceptions près, tous nos élèves font l'ensemble de leur parcours dans l'établissement. Alors ça a une conséquence parmi d'autres, et une conséquence qui vous occupe, et donc je vais parler de ce point tout de suite, c'est que comme nous avons peu d'élèves qui quittent l'école en cours de route, nous avons peu de places disponibles et peu de places à offrir à de nouvelles familles. Ça signifie que année après année, à chaque rentrée, nous pouvons proposer 210, 220 places à peu près, réparties sur un certain nombre de niveaux. Et que nous avons malheureusement beaucoup plus de candidats. Là, ce soir, vous êtes 200 à suivre cette vidéo. Hier, il y avait plus de 300 personnes. Et l'année dernière, on a reçu 1500 candidatures par rapport à ces à peu près 220 places qui sont offertes. Et donc, le premier point, celui qu'on veut vraiment souligner pour être très clair, c'est que malheureusement, nous ne pourrons pas accueillir l'ensemble des enfants. Je dis malheureusement parce que, à nos yeux, tous les élèves qui candidatent à l'école alsacienne y ont tout à fait leur place, à condition d'être dans la bonne classe d'âge, quoi. Mais nous sommes contraints d'effectuer une sélection et on va vous expliquer un petit peu comment nous procédons en fonction du nombre de places disponibles. Et ce nombre de places disponibles dépend d'un élément fondamental, c'est le nombre de classes que nous avons, puisque au fur et à mesure de la scolarité, nous ouvrons un certain nombre de classes, ce qui permet d'accueillir de nouveaux élèves. Peut-être que Gauthier, tu peux dire un mot de ce point tout de suite? Oui, peut-être tout d'abord, et puis ça permettra tout de suite de répondre à des questions qui sont déjà posées dans le chat, notamment par rapport à l'entrée en petite section. Brice Parent vous l'a dit tout à l'heure en introduction, à l'école maternelle et l'école élémentaire, il y a 5 classes de maternelle et 17 classes d'élémentaire. Comment ça s'organise? Nous avons une classe de petite section, 2 classes de moyenne section et 2 classes de grande section, 3 classes en CP, 3 classes en CE1, 3 classes en CE2, 4 classes en CM1 et en CM2. Pourquoi, alors que nous avons une classe de petite section, il n'y a pas de possibilité de candidater quand on arrive de l'extérieur, quand on n'a pas encore déjà un enfant scolarisé à l'école alsacienne en petite section? Parce que pour les niveaux de maternelle et l'entrée en CP, nous mettons en œuvre un principe humaniste qui est le regroupement de fratrie. Donc, priorité pour la petite section aux petits frères et aux petites sœurs des enfants déjà scolarisés dans l'établissement. Nous avons fait une campagne en interne ces dernières semaines et les 24 places qui existent en petite section ont déjà été attribuées à 24 élèves qui rentreront donc à l'école alsacienne en petite section en septembre 2024. En revanche, comme nous avons une seconde classe de moyenne section, peut-être qu'on peut montrer ce diaporama-là. Voilà. Donc la petite section est un niveau fermé. Vous ne pourrez pas candidater sur le formulaire qui sera en ligne à partir de demain pour la petite section. Vous pourrez candidater pour la moyenne section. Pourquoi? Parce qu'il y a donc une seconde classe et donc la possibilité d'entrer. Et on a environ 28 élèves qui peuvent rentrer chaque année en moyenne section. Pas de possibilité de candidater en grande section parce que nos élèves de moyenne section cette année seront nos élèves de grande section l'an prochain dans nos 2 classes. Vous pouvez déposer des candidatures pour l'entrée en CP. Pourquoi? Même principe que pour l'entrée en moyenne section. Nous avons une classe supplémentaire, donc une 3e classe. Nos élèves des 2 classes de grande section sont répartis en 3 classes de CP et nous complétons nos 3 classes avec environ 26 élèves parce que nous avons des classes de 26 en CP. Pas de candidature possible à l'entrée en CE1. Pourquoi? Parce que nos élèves de CP actuellement seront nos élèves de CE1 l'an prochain.
Pas de possibilité non plus de candidater à l'entrée en CE2 parce que nos élèves de CE1 actuellement seront nos élèves de CE2 l'an prochain. Dernière possibilité de candidater pour l'école élémentaire, c'est en CM1 parce que nous ouvrons une 4e classe. De la même manière, nos élèves de CE2, des 3 classes de CE2 de cette année actuellement, sont répartis dans nos 4 classes de CM1 l'année prochaine. Et nous complétons nos classes avec des nouveaux, environ 28 ou 30, ça dépend des années, etc. Pas de candidature possible à l'entrée en CM2, tout simplement parce que nos élèves de CM1 actuellement seront nos élèves de CM2 l'an prochain, et possibilité de candidater pour la rentrée en 6e, tout simplement, et Brice va vous l'expliquer, parce que 2 nouvelles classes sont ouvertes à l'entrée au collège. Oui, c'est ça. En 6e, nous passons donc de 4 à 6 classes. Dont une des classes est une classe à horaire aménagé musique. Je vais en reparler tout à l'heure parce que c'est un projet un petit peu spécifique et elle a un effectif réduit de seulement 24 élèves. Nous conservons 6 classes sur l'ensemble du cycle collège et lycée. Mais sur 6 classes, ce qu'on voit chaque année, c'est qu'il y a quelques départs, forcément, des familles qui déménagent. Et donc, nous laissons ces niveaux ouverts. Vous pouvez candidater en 6e, bien évidemment, puisqu'il y a à peu près 60 places en 6e. C'est un des niveaux où nous recrutons le plus. Mais vous pouvez également candidater en 5e, en 4e, en 3e, en seconde, en première, en terminale, puisque chaque année, nous constatons qu'on peut recruter, je vais vous le montrer tout de suite, entre 2, 3 et puis une dizaine d'élèves. Avec une spécificité sur la seconde. Après la 6e, c'est le niveau sur lequel nous recrutons le plus pour le collège et le lycée, puisque nous augmentons un petit peu les effectifs. Nous n'avons plus la classe musicale. Il n'y a pas de classe à horaire aménagé musique au lycée. Et donc, un effectif supplémentaire puisque cette classe est à effectif réduit. Et il y a aussi un certain nombre de départs en fin de 3e. Alors, ils sont peu nombreux, mais il y a quand même 2-3 élèves qui quittent l'école alsacienne en fin de collège. C'est tout à fait logique. Ça nous permet de recruter une petite trentaine d'élèves à l'entrée en seconde. Donc, les recrutements pour le collège et le lycée se font essentiellement sur ces 2 niveaux, 6e, seconde, mais nous pouvons recruter quand même chaque année quelques élèves sur les autres niveaux de classe, et donc vous pouvez candidater quel que soit le niveau de classe en collège et en lycée. Je vous montre ce que ça a donné l'année dernière. Je peux évidemment pas vous dire ce qu'il en sera cette année, puisque ça dépend du nombre de candidats que nous avons, mais je vais vous montrer les chiffres de l'an passé pour que vous ayez une idée un petit peu plus précise. Donc, vous voyez que sur les différents niveaux, il peut y avoir beaucoup de candidats. C'est le cas tout particulièrement en 6e avec 370 candidats, un peu plus, pour seulement une soixantaine de places disponibles. D'accord? Donc voilà, ça, ce tableau, c'est le tableau un petit peu désagréable à regarder, que je vous montre dès le début, comme ça, voilà, c'est fait. Et encore une fois, j'insiste beaucoup sur le fait que on est tout à fait désolé de cette situation. Nous, on aimerait admettre l'ensemble des élèves qui candidatent à l'école alsacienne. Malheureusement, on n'a pas la place pour les accueillir et donc on est obligé de faire une sélection. Ça veut dire aussi que si vous candidatez à l'école alsacienne, il vous faut une autre solution, bien évidemment, dans le cas où votre enfant ne serait pas retenu. Et ça veut dire aussi une autre chose très importante, c'est que si jamais il n'est pas retenu, c'est pas du tout parce qu'il n'a pas le niveau ou que il doit vivre ça comme un échec. Nous, on le dit toujours et dites-le vraiment à vos enfants. On ne peut pas considérer le fait de ne pas être admis à l'école alsacienne comme un échec à quoi que ce soit. C'est simplement que il y a une sélection très importante et on en est bien désolé. Et cette sélection, on en est conscient là aussi, elle peut être parfois injuste, hein, comme toute sélection. Donc voilà ces chiffres qu'on vous donne dès le départ pour que ce principe-là soit clair. Peut-être Oui. une précision, Brice, par rapport à cette diapositive. Si effectivement il y a peu de candidats qui peuvent rentrer à certains moments de la scolarité,
Brice Parent l'a déjà dit, mais il faut quand même insister, c'est qu'ensuite, nous ne pratiquons plus de sélection parmi nos élèves. Voilà. Et c'est aussi une de nos spécificités parmi les établissements privés sous contrat qui peuvent exister. Et on le redira tout à l'heure dans le développement des valeurs que nous développons à l'école alsacienne. Voilà, c'est vraiment essentiel. Nous ne sélectionnons pas de sélection ensuite parmi les élèves que nous accueillons à l'école alsacienne, et nous proposons même des dispositifs pour les accompagner tout au long de leur scolarité. Exactement, et ça c'est vraiment un point très important. Alors un autre point qui est important, parce qu'il a une incidence sur les recrutements que nous effectuons, c'est quand on effectue les recrutements, on a en tête, parmi d'autres éléments, la question de la mixité sociale. Pourquoi? Parce que, on l'a dit, on est un établissement privé avec des frais de scolarité. Alors, je reviens pas sur les frais de scolarité, mais vous trouvez sur le site internet de l'école alsacienne le détail très précis des frais de scolarité de l'établissement. Donc ça, c'est une information dont vous disposez. Donc, il y a une sélection du fait de ces frais de scolarité et on veut absolument maintenir de la diversité au sein de notre établissement. C'est pour nous quelque chose de prioritaire. Nous sommes convaincus qu'une bonne éducation ne peut se faire que dans une diversité, enfin des diversités extrêmement grandes, et que chacun apporte beaucoup par son histoire, par ce qui le caractérise. Et parmi ces éléments de diversité, nous tenons à permettre à des familles qui n'ont pas la possibilité de payer la scolarité de l'école alsacienne d'y inscrire tout de même leur enfant. Ce que nous avons fait ces dernières années, c'est augmenter le nombre d'élèves qui bénéficient au sein de notre établissement d'une prise en charge totale ou partielle des frais de scolarité. L'année dernière, nous avons 23% des nouveaux élèves admis qui n'ont pas eu à payer de frais de scolarité ou qui n'ont pas payé qu'une partie des frais de scolarité. Et vous voyez que c'est un pourcentage qui est en nette augmentation sur les dernières années et qui peut même être sur certains niveaux de classe, comme à l'entrée en seconde, plus important encore. L'autre pourcentage qui est intéressant, c'est que voilà, sur les dernières années, la part des élèves qui sont pris en charge par des bourses a très nettement augmenté. Cette année, nous sommes à 12,7% et l'objectif de long terme que nous nous fixons, c'est d'arriver à 20% d'ici quelques années. Donc, c'est un mouvement fort au sein de notre établissement qui passe par l'attribution de bourses, qui passe aussi par des partenariats que nous avons mis en œuvre entre l'école alsacienne et des collèges et des écoles primaires avec des profils très différents, 5 établissements pour l'instant, dont 4 qui sont situés en réseau d'éducation prioritaire. Ces partenariats, qu'on a appelés des partenariats Charcot, existent depuis 10 ans et ils ont 2 volets. Le premier volet, c'est que certaines de nos classes sont en partenariat avec des classes de ces établissements et donc tout au long de l'année ont des activités éducatives et pédagogiques avec ces élèves, ce qui permet de créer des liens déjà entre les équipes pédagogiques, et ça c'est toujours formidable, et qui crée des liens aussi entre les élèves. Et le deuxième aspect, c'est que nous offrons la possibilité à ces élèves d'avoir une voie d'accès spécifique à l'école alsacienne, donc une voie de recrutement parallèle, en quelque sorte, à celle que nous présentons ce soir, avec quelques places réservées. Bien sûr, là encore, il faut que nous opérions une sélection. Et nous offrons à certains de ces élèves des bourses complètes qui prennent en charge non seulement les frais de scolarité, mais aussi l'ensemble des frais annexes de notre établissement scolaire. Le deuxième point d'attention que nous avons au moment où nous faisons les recrutements de nos nouveaux élèves, c'est la question de l'inclusion scolaire. L'inclusion scolaire, c'est une obligation pour l'ensemble des établissements. C'est le fait de permettre à des élèves qui sont en situation de handicap ou qui ont des besoins spécifiques, des besoins éducatifs spécifiques, de leur permettre de suivre une scolarité normale comme n'importe quel autre élève. Et nous essayons depuis longtemps, là aussi, de faire de notre mieux pour que ces élèves soient parfaitement intégrés au sein de notre établissement. Cette politique, elle se voit au travers d'un certain nombre d'actions que nous mettons en œuvre. Le fait, par exemple, que nous avons 2 professeurs référentes sur cette question de l'inclusion scolaire qui guident et qui accompagnent leurs collègues. Le fait aussi que désormais nous avons un accompagnant des élèves en situation de handicap
propre à notre établissement, qui vient compléter les équipes qui sont mises à notre disposition par le rectorat. Et bien évidemment, l'importance pour vous qui candidatez à l'école alsacienne, c'est que si votre enfant est en situation de handicap, ou bien s'il a des besoins particuliers, par exemple s'il a un PAP, un plan d'accompagnement personnalisé parce que il a des troubles des apprentissages, n'hésitez pas à nous le signaler. D'abord, on fera en sorte d'adapter les différents moments de test ou d'entretien que nous aurons avec lui. Lui offrir un tiers-temps, par exemple, ça va de soi. Permettre, bien sûr, à un élève d'être accompagné avec son AESH, s'il en a un. Et puis, pour les élèves donc, qui ont un AESH, pour les élèves qui ont un PPS, un projet personnalisé de scolarisation, on est particulièrement attentif. On peut proposer des rendez-vous spécifiques pour bien comprendre la personnalité de l'élève et la façon dont on pourra l'accompagner à l'école alsacienne. Donc voilà, soyez totalement transparents. Ça fait partie des questions que nous vous posons. Ce n'est certainement pas un élément négatif que d'avoir un élève qui a un trouble ou une situation de handicap. Au contraire, nous serons particulièrement attentifs à l'ensemble des situations de ce type. Alors, en résumé, comment est-ce qu'on sélectionne nos élèves? C'est une très difficile question. Nous prenons en compte le dossier scolaire, c'est-à-dire qu'on va vous demander les bulletins, les relevés de notes de vos enfants. Alors là, je parle du cas général et puis Gauthier Le Chevalier précisera pour la question des élèves qui sont qui entrent en maternelle ou en CP, parce que évidemment, on n'a pas tout à fait les mêmes exigences. Cela va de soi. Donc pour les autres, ceux qui entrent à l'école alsacienne à partir du CM1 et jusqu'à la terminale, nous regardons le dossier scolaire. Oui, envoyez-nous les bulletins, on va vous les demander, mais sans appréhension. C'est un élément d'information qui est important pour nous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous souhaitons rencontrer tous les élèves qui candidatent. Une fois encore, je ne parle pas des élèves de maternelle et de CP, mais tous les autres, nous les rencontrons. Parce qu'on n'a pas envie de recruter un dossier, c'est pas très intéressant. On a envie de recruter des personnes, on a envie de recruter des élèves. Et donc, nous pensons que la meilleure façon de faire, c'est qu'il y ait un échange. La plupart du temps, sur certains niveaux, enfin sur la plupart sur les niveaux du collège et du lycée, ça se fait essentiellement en visio, mais ça marche très bien. Pour les plus jeunes, ça se fait en présence et ça permet un contact direct entre un professeur de notre établissement et puis votre enfant. On reviendra sur ces modalités-là. Mais cette rencontre, elle est pour nous fondamentale, plus importante encore que le dossier scolaire, parce que il se passe quelque chose entre l'un de nos professeurs et puis votre enfant, et ça permet de cerner un tout petit peu sa personnalité. Le troisième point, c'est que sur certains niveaux, en sixième, en CM1, nous avons aussi un petit test de français et de mathématiques qui nous permet d'avoir quelques informations un petit peu plus précises que ce que donnent les bulletins et qui donc complètent la vision que nous pouvons avoir de votre enfant. À partir de là, on met tout ça à plat et en fonction aussi des options qui ont été choisies, ça je pourrais y revenir tout à l'heure, nous effectuons une sélection. Gauthier, je te laisse compléter. Oui, merci beaucoup. Effectivement, pour l'entrée en moyenne section et l'entrée en CP, nous refusons à rencontrer votre enfant. Nous considérons qu'il est bien trop jeune pour se retrouver dans une situation d'évaluation dans un établissement qu'il ne connaîtrait pas et pour un choix qui serait le choix uniquement de ses parents. Donc, je rencontre les parents et je rencontre tous les parents candidats à l'entrée en moyenne section et en CP. Des rendez-vous qui sont organisés en visioconférence. Et qu'est-ce qui se passe dans ces rendez-vous? Pour moi, c'est important en fait de comprendre votre démarche. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez jusqu'à nous? Et je m'assure que finalement, ce que vous souhaitiez correspond à ce que nous pourrons proposer à votre enfant. C'est un rendez-vous de rencontre assez important autour des valeurs de l'école et autour de vos valeurs éducatives. Pour l'entrée en CP, nous examinons également le dossier scolaire de votre enfant et aujourd'hui, dans les établissements, dans la plupart des établissements, et nous en connaissons beaucoup, publics, privés sous contrat, et y compris hors contrat,
permettra, les équipes pédagogiques vous remettent soit un carnet de suivi des apprentissages, et dans ces cas-là, il y a une dernière page qui est une page d'appréciation, c'est celle-ci qui sera précieuse pour nous. Vous recevez en général au milieu de l'année de moyenne section, de grande section, et d'ailleurs c'est la même chose pour candidater à l'entrée en CM1 ou à l'entrée en 6e, que ce soit en milieu de CE2 ou en milieu de CM2, souvent à la fin du premier semestre, un élément de communication de l'école, et c'est cet élément-là qu'il faut nous communiquer et qui nous permettra d'avoir aussi un point de vue scolaire sur la candidature de votre enfant. Donc, effectivement, une spécificité pour l'entrée en moyenne section en CP, et l'idée, c'est qu'on puisse s'assurer que si votre enfant entre en moyenne section, a priori, il entre, et vous aussi, vous entrez à l'école alsacienne en tant que parent d'élève pour 14 ans, et il faut s'assurer qu'on soit finalement sur la même longueur d'onde. Et à partir du CM1, nous ne vous rencontrons plus du tout, sauf si votre enfant bénéficie d'un accompagnement à l'école spécifique, à un accompagnant au quotidien en classe, à un programme personnalisé avec des adaptations. Là, éventuellement, on vous rencontre, on est même intéressé à vous rencontrer, et parfois même, nous sollicitons nos psychologues scolaires et notre médecin scolaire pour pouvoir, à vos côtés, évaluer la situation et s'assurer que l'école alsacienne répondra bien aux besoins éducatifs de votre enfant. Voilà. Je vais prendre le temps peut-être de répondre à quelques questions que j'ai vues dans le chat. Alors, il y a des questions sur, et là je viens d'en voir une, si les notes ne... Alors, non, pardon, c'était pas celle-là, c'était une précédente. Si on a des pastilles à l'école primaire, si on vient d'un établissement à l'étranger où le système de notation est très différent du système français, ne vous inquiétez pas. Nous lisons chaque année des milliers et des milliers de bulletins, donc on a un tout petit peu d'expérience dans ce domaine, et quelle que soit l'école d'origine, on saura en faire une lecture. Alors, quelle que soit l'école d'origine, à partir du moment où c'est en français ou en anglais, hein, dans d'autres langues, ça va peut-être être un peu plus compliqué, mais bon, on pourra toujours se débrouiller. Et on a l'habitude de différents systèmes d'évaluation. Donc là, vraiment, pas de panique. De la même manière, est-ce que, si c'était une question là récente, si les notes ne sont pas toujours au rendez-vous, est-ce que c'est un critère qui annule complètement la candidature? Non, on peut regarder les progrès d'un enfant, on peut regarder les appréciations. Les appréciations sont souvent beaucoup plus intéressantes que les notes. Donc voilà, on regarde vraiment dans le détail et on regarde chaque dossier. Et on prend le temps de faire cela. Une autre question, c'était sur les modalités de ces entretiens. Donc pour l'école primaire, c'est en présence. Pour le collège et le lycée, c'est en visio. On a mis ça en place au moment, comme tout le monde, hein, de la pandémie. Et franchement, c'est un système qui fonctionne bien, avec une exception pour les élèves qui postulent en classe musicale, parce que là, quand même, pour les voir, leur parler, prendre le temps de présenter le projet et puis écouter la façon dont ils jouent d'un instrument, c'est plus simple de le faire en présence. Et nous rencontrons tous les élèves ou toutes les familles en fonction des niveaux de classe. J'ai vu dans le chat que une famille n'avait pas obtenu de rendez-vous, c'était à l'école primaire, je ne sais pas si tu as vu ça, Gauthier. Donc on est tout à fait désolé. Écrivez-nous et on regardera de près cette situation, c'est absolument rarissime. Oui, et toutes nos excuses, parce que vraiment, on tient à rencontrer tous les élèves qui sont candidats. C'est vraiment important. Et toutes les familles, pour aller en CP. Voilà. Et donc, si jamais, en fonction du calendrier, le calendrier il est sur le site internet, si jamais vous n'avez pas de réponse au moment attendu, sollicitez-nous. Les adresses mail permettent de nous contacter, de contacter nos secrétariats, et donc vous aurez forcément une réponse et vous aurez forcément un rendez-vous. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour des quelques questions qui abordaient directement ce sujet. Alors, on revient sur le projet pédagogique. On va essayer de le décliner en quelques mots pour vous dire un petit peu comment ça marche dans notre établissement au travers de ces 3 thématiques: coopération, créativité, confiance, en commençant par la coopération, Gauthier. Oui, tout à fait. À l'école alsacienne, on veille à apprendre le plus souvent possible avec les autres et par les autres.
nous mettons tout en œuvre pour développer la coopération, parce que derrière, finalement, il y a une valeur que nous ne développons pas et que nous ne souhaitons pas voir importante dans les apprentissages, c'est la compétition. Donc, dès le plus jeune âge, nos élèves apprennent à partager, ils apprennent à échanger, à travailler ensemble, que ce soit au sein de la classe, d'ailleurs, ou au sein d'une classe d'un même cycle, ou avec des plus jeunes et des plus âgés. Nous profitons d'avoir un établissement où, bien sûr, des espaces sont dédiés à des collégiens ou des lycéens, mais rien n'est cloisonné. Donc, il peut y avoir des moments où des élèves d'école élémentaire peuvent avoir un projet commun avec des classes du collège, et voire avec des lycéens, et régulièrement, en tout cas, nos locaux favorisent ces échanges et ces interactions qui sont très, très importantes. Donc, nos travaux de groupe vont rythmer le quotidien des classes, et pour illustrer cette idée-là d'apprendre avec les autres, à la fois on peut avoir des situations où des professeurs vont réunir des élèves de différents niveaux, c'est le cas de la photo qui est à la gauche de cette diapositive. On peut avoir des moments où nos élèves, et là c'est nos jeunes élèves qui pratiquent la causerie. La causerie, c'est l'occasion pour un enfant de maternelle de présenter à sa classe un sujet qui lui tient à cœur. Et quand il l'a présenté à sa classe, il peut parfois aller le présenter à une autre classe, la classe de son grand frère ou de sa grande sœur. C'est quelque chose qui arrive. Et c'est à la fois une manière de valoriser le travail que va faire un plus jeune, mais aussi de créer des contacts, de pouvoir changer de classe et d'habituer nos plus jeunes élèves à ce que sera leur scolarité dans plusieurs années. Et puis, nous pratiquons régulièrement des tutorats d'un groupe de plus grands avec des groupes de plus jeunes. Sur la photo qui est en bas à droite, vous avez un exemple d'élèves de CM1 qui ont préparé des jeux mathématiques pour des élèves de petite section. Et alors, à la fois, c'est extrêmement utile pour l'élève de CM1 qui va devoir être extrêmement à l'aise avec ses compétences, les mobiliser, les utiliser. Quand on est capable d'expliquer quelque chose, c'est qu'on le maîtrise en général plus que bien. Et pour les plus jeunes, c'est apprendre par des élèves dans lesquels on peut se projeter. C'est beaucoup plus facile de se projeter quand on est jeune dans ce que sera un plus grand qui est en fin d'école élémentaire que dans ce qu'est un professeur. Donc, c'est des interactions qui sont pour nous utiles et qui permettent de mobiliser les compétences et de faire mieux progresser nos élèves. Et ça a aussi un autre aspect, c'est que ça développe un climat scolaire bien plus agréable que quand vous organisez une classe avec un classement, une notation qui va être régulièrement rappelée aux élèves et que vous ne mettez pas en œuvre des travaux de groupe qui permettent aux autres de se connaître et de développer ce qui est essentiel pour nous, à la fois son épanouissement personnel, mais surtout dans une dynamique collective à laquelle on est extrêmement attaché. Ce que nous mettons en œuvre dans nos plus jeunes classes, évidemment, se poursuit au collège et au lycée. Brice, peut-être quelques mots de ce qu'on peut mettre en place sur la coopération en termes d'apprentissage avec les autres. Oui, bah, là, l'illustration que vous avez, alors toutes nos photos sont un petit peu anciennes, on est en train de les renouveler, donc si vous revenez à cette réunion l'année prochaine, normalement, vous aurez des photos plus actuelles. Mais voilà, là, on voit des élèves de collège qui sont au contact d'élèves de CM2 et qui, sur des thématiques communes dans les programmes, leur transmettent un certain nombre de connaissances. Et cette modalité d'apprentissage, elle est rendue possible parce que on a une cité scolaire au sens large. Nous avons des élèves de la maternelle jusqu'à la terminale qui se côtoient. Et alors d'abord, ils se côtoient physiquement, c'est-à-dire que bien sûr, il y a des zones où les élèves ont ont le droit de se trouver, mais ils vont se croiser tout au long de la journée. Et on a été attentif justement à ne pas séparer totalement les différents établissements. On n'a pas d'un côté l'école maternelle, d'un côté l'école primaire, de l'autre côté le collège et de l'autre côté le lycée. Non, tout ça c'est sur un même site, au même endroit,
avec des points de passage, des points de rencontre, des moments de rencontre, ce qui fait que les grands frères, ils vont croiser à un moment ou un autre leur petit frère ou leur petite sœur dans la journée, et que ça, c'est vraiment des échanges qui sont tout à fait intéressants, et que pédagogiquement, les professeurs vont se saisir de ces opportunités pour permettre à une classe de travailler conjointement avec une classe d'un autre niveau, dans un sens ou dans l'autre, parce que le bénéfice, il est évidemment des deux côtés. Quand on est capable de transmettre, par exemple, à des plus jeunes que soi, quelque chose qu'on a appris, c'est qu'on le maîtrise parfaitement. La capacité à transmettre, c'est vraiment le degré parfait de la maîtrise d'un savoir. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre en œuvre et que nous favorisons. Et nous avons mis en œuvre aussi, depuis de nombreuses années, à l'initiative d'un comité dont on vous reparlera tout à l'heure, qu'on appelle le comité quadripartite, un dispositif d'entraide qui permet à des élèves de se porter volontaires, soit pour aider, soit pour être aidés. Et en fait, pour faire les deux à des moments différents. Tout ça sous la supervision d'un adulte, bien évidemment, qui va prendre en charge ce moment d'entraide. Et on en voit des bénéfices extrêmes, on en voit des bénéfices pédagogiques, bien sûr, parce que parfois, on comprend pas très bien ce qu'un professeur essaye de nous expliquer, ça peut arriver, et on va beaucoup mieux le comprendre parce que c'est un père, PAIR, qui va nous expliquer la même chose. Et puis, au-delà de ce bénéfice pédagogique, il y a un bénéfice éducatif certain. Avoir des camarades, non seulement dans son niveau de classe, mais aussi dans d'autres niveaux, au-dessus et en dessous, c'est une très bonne manière de lutter contre l'isolement et contre parfois des phénomènes de harcèlement qui existent dans tous les établissements scolaires. Hein. Ça existe bien évidemment à l'école alsacienne et nous avons mis en œuvre une politique très forte pour lutter contre cela, notamment par ce type de dispositif. Voilà pour ce qui est de l'entraide. Alors, et de ces réunions interniveaux. Un autre exemple qu'on peut donner, c'est la façon dont des élèves de différents niveaux ont pu travailler sur des projets communs autour de l'éco-responsabilité, par exemple. Parce que j'ai vu tout à l'heure une question qui était très importante dans le chat à ce sujet. Notre établissement est très mobilisé sur cette question, bien sûr, de l'éco-responsabilité. On s'est engagé dans le label école en E3D. Qu'est-ce que ça veut dire, Gauthier, déjà? En démarche, voilà. Démarche de développement durable, merci beaucoup. Et au-delà de ce label, nous avons mis en œuvre beaucoup d'activités de sensibilisation des élèves. La dernière qu'ils sont en train de réaliser, là, on a des élèves de différents niveaux qui ont travaillé ensemble, justement, à la construction d'une cabane autonome qui a pour objectif d'être autonome en énergie et de devenir un lieu symbolique au sein de l'établissement de la sensibilisation à l'éco-responsabilité, qui sera située au milieu du potager du collège et du lycée, qui a été créé par des élèves, là encore de différents niveaux, l'année dernière. Ça, ce sont des actions de sensibilisation qui sont fondamentales, mais à côté de ça, notre établissement s'était engagé dans une démarche éco-responsable qui fait que toutes les décisions que nous prenons, nous les prenons aussi en fonction de critères d'éco-responsabilité. Alors, on n'est pas parfait, je pense, comme personne, mais on essaye de progresser année après année avec un objectif très clair qui est de réduire le bilan carbone de l'ensemble de notre établissement. Alors, on peut poursuivre peut-être avec effectivement, et continuer un peu à parler de la coopération. Et une autre manière pour nous de développer la coopération chez nos élèves, c'est les emmener à la rencontre des autres, quels qu'ils soient, et en dehors de l'école. Ça fait très longtemps à l'école alsacienne qu'on a compris qu'on apprenait beaucoup de choses, bien sûr, dans la classe, hein, dans l'école, mais qu'on apprenait énormément de choses en dehors des quatre murs de la classe. Et donc, en organisant des sorties scolaires, en organisant des classes de découverte, des voyages, des échanges, Brice en reparlera tout à l'heure, nous explorons d'autres territoires et on conduit nos élèves à savoir mieux appréhender d'autres cultures. Et cette idée de découvrir d'autres cultures, découvrir d'autres, c'est pour nous les amener à mieux coopérer et donc à pouvoir apprécier aussi la coopération comme attitude et comme aspect dans la vie sociale. Nos classes, dès la moyenne section, toutes nos classes partent en séjour de classe de découverte. Alors en moyenne section, c'est
un séjour qui dure 3 jours, c'est 2 nuits. On y développe l'autonomie, la responsabilisation, énormément la dynamique collective. On a des projets collectifs, on revient avec des informations qu'on a puisées dans la forêt autour du centre dans lequel on a été, dans le projet qu'on a monté, et ensuite on l'expose et on en parle à d'autres classes et aux familles. Donc il y a vraiment un projet important. Et d'année en année, on a des séjours qui sont parfois plus longs et qui peuvent aller jusqu'à 5 jours, et des fois qui ont pu dépasser les 5 jours. L'idée, c'est toujours travailler la dynamique collective. Et vraiment, sachez-le, avant de faire le choix de l'école alsacienne, ces projets-là, comme les voyages de niveau dont vous parlera tout à l'heure Brice Parent, ce sont des actions inscrites dans l'emploi du temps et obligatoires. Voilà, donc il faut avoir envie, même sur une courte durée, de se séparer de son enfant à ces moments-là. Mais sachez que si c'est nécessaire, nos équipes de psychologues vous accompagnent aussi. Voilà, dans ces moments-là. Donc voilà, c'est très important d'emmener nos élèves à découvrir d'autres environnements pour pouvoir mieux vivre avec les autres. Et cette ouverture pour le monde, sur le monde qui existe dès les tout petites classes, elle se poursuit, voire elle s'amplifie presque de par les destinations dans les voyages que nous proposons dès l'entrée en 6e. Oui, de nombreux voyages parce que on apprend plein de choses, comme Gauthier l'a dit, entre les murs d'une salle de classe, on apprend tout autant de choses et plus encore en allant sur le terrain, en allant découvrir, en sortant de la classe, en sortant de l'école. C'est pour ça que tous nos élèves de 6e font un voyage en Alsace, dans notre région d'origine, et c'est un défi qu'on renouvelle année après année, c'est-à-dire que sur plusieurs niveaux, je vais décliner le programme. On essaye de faire ces voyages à plus de 200 personnes. Donc, c'est déjà un défi logistique. Mais ça nous semble important aussi de permettre à une promotion entière de se découvrir et de découvrir le monde. Donc, en 6e, l'Alsace. En 5e, depuis de nombreuses années, plus de 50 ans, nos élèves vont à Rome. C'est un voyage parfaitement humaniste, hein, en phase avec notre projet d'établissement. On se pose un certain nombre de questions, je ne vais pas vous le cacher, sur le voyage à Rome, parce que pour l'instant, il est assez impossible à réaliser en train. Donc, on est obligé de le faire en avion, ce qui a un impact très mauvais sur notre bilan carbone. Donc, est-ce qu'il y aura un voyage à Rome dans les prochaines années? Je ne peux pas vous le dire. En tout cas, nous avons hâte que les lignes de train entre la France et l'Italie soit plus efficace. Ça, c'est pour les 5e. En 4e, nos élèves réalisent un défi interclasse qui permet de souder les élèves au sein d'une même classe. Ça a eu lieu dans différentes régions en France. En seconde, depuis de nombreuses années, là aussi, nos élèves vont à Florence, qui est une ville exceptionnelle, même si nous avons les mêmes questions que pour Rome. Et puis, cette année, nos élèves de terminale vont découvrir Londres. L'année dernière, ils étaient à Berlin. Ces voyages sont vraiment des moments passionnants de découverte des autres, de découverte du monde, et certains élèves peuvent les prolonger par d'autres expériences qui sont des échanges. Alors, les voyages, ils sont obligatoires, les échanges, ils sont facultatifs, ils sont proposés à différents niveaux de la scolarité sous 2 formes, des échanges de courte durée, 15 jours, des échanges de longue durée, 1 mois, 2 mois à l'étranger, ce qui permet dans ce cas-là d'être vraiment imprégné dans une langue, dans une culture, et puis dans un modèle scolaire très différent. C'est un des aspects particulièrement intéressants de ce type d'échange individuel de longue durée. Voilà pour ce que nous proposons dans ce domaine. Et on peut passer à un deuxième aspect de notre projet pédagogique, la question de la créativité. Je le disais en ouverture, les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui sont énormes. On parle beaucoup ce soir de dérèglement climatique et il est évident que nos élèves, nos enfants vont devoir trouver un certain nombre de solutions que nous n'avons pas trouvées. Faire preuve de créativité, savoir innover, savoir inventer des choses nouvelles et pas seulement se conformer aux demandes de ses professeurs, c'est quelque chose qui nous semble absolument indispensable, et cela depuis la création de notre établissement, qui a toujours cherché à innover, à inventer, si bien que
vers 1950, le directeur de cette époque choisit de faire de cette idée la devise de l'établissement, puisque cette devise, qui est toujours d'actualité, elle dit que notre tradition, elle est justement dans la quête, dans la recherche de l'innovation. Et ça, nous essayons de le mettre en œuvre au quotidien, en permettant à nos professeurs d'expérimenter de nouvelles pratiques, de créer et d'inventer. Et on les accompagne et on les encourage. Et on les encourage en laissant libre cours à leur liberté pédagogique, parce qu'on est persuadé que c'est quelque chose d'essentiel que d'avoir confiance en eux et de leur laisser la possibilité de faire, d'expérimenter et de voir comment fonctionne telle ou telle pédagogie. Et peut-être que ça répond à une des questions qui a été posée tout à l'heure dans le chat à propos des établissements de l'école de Crolly. Bien sûr, nous avons beaucoup de points communs avec cette école et un partenariat, ben, écoutez, pourquoi pas. On retrouve des choses autour d'une pédagogie active, d'un enseignement centré sur l'élève. Mais ce que l'école alsacienne a peut-être de particulier, on pourrait faire le même parallèle avec des écoles Montessori. Hein. Il y a des liens historiquement forts entre Maria Montessori et puis un certain nombre de pédagogues de l'école alsacienne. Mais la particularité peut-être de notre établissement, c'est de ne pas appartenir à telle ou telle école pédagogique, mais de laisser vraiment autour de principes fondamentaux, une assez grande liberté pédagogique à nos enseignants et d'évoluer aussi année après année, d'expérimenter, de tirer les leçons de ces expérimentations pour chercher encore comment mieux accompagner nos élèves. Cette innovation pédagogique, elle passe notamment par l'utilisation d'outils numériques, sans que l'on fasse de cela l'alpha et l'oméga de la pédagogie, parce que c'est pas du tout ça. Le numérique, c'est juste un outil qui permet de démultiplier les possibilités pédagogiques des professeurs au sein de la classe. Et puis, c'est aussi une nécessité, parce que nos élèves ont besoin d'apprendre à se servir de façon pertinente de ces outils et de façon responsable. Ça ne va pas du tout de soi. L'éducation au numérique, c'est une nécessité que l'on doit avoir en tant que pédagogue, mais aussi en tant que parent. Et on fait un gros travail avec les parents d'élèves pour, en commun, apprendre à nos élèves, à nos enfants, à avoir l'usage le plus responsable, le plus pertinent des outils numériques qui sont mis à disposition. Très concrètement, de la 5e jusqu'à la terminale, tous nos élèves sont équipés d'une tablette numérique. Encore une fois, ça permet d'enrichir la pédagogie. Un professeur va pouvoir demander à un élève, bien sûr, alors il continue à écrire, hein, ils ont des cahiers, ils ont des stylos, bien sûr, comme tout élève, mais ils vont aussi, à certains moments, quand c'est pertinent, quand ça a du sens, pouvoir faire d'autres choses, pouvoir faire un film, filmer un TP de sciences physiques, par exemple. Ils vont pouvoir, au lieu de rendre juste un document manuscrit, rendre un document multimédia. Ils vont pouvoir faire un exposé avec une présentation, partager des documents. Bref, c'est un élément qui permet d'enrichir les activités des élèves et la pédagogie des professeurs. Alors, notre créativité, nous cherchons aussi à la développer parmi tous les domaines et toutes les disciplines que nous proposons à l'école alsacienne. C'est l'occasion un peu de vous dire ce qui se passe dans nos classes dès la maternelle. Nos classes, bien sûr, à chaque classe, il y a un professeur des écoles en maternelle qui est accompagné par un aide-maître ou une aide-maîtresse. Et ce professeur des écoles va aussi compléter ses enseignements avec d'autres professeurs qu'on appelle, nous, des professeurs spécialisés qui interviennent dans un certain nombre de disciplines. En maternelle, on a des professeurs de psychomotricité, on a des professeurs d'éducation musicale, on a des professeurs qui interviennent à la bibliothèque pour recevoir les enfants sur le temps scolaire à la bibliothèque. On a un dispositif en classe de grande section qui propose une initiation à la couture sur le temps scolaire. Et puis, à partir du CP, l'anglais qui débute selon les instructions des programmes officiels. Rappelez-vous, nous sommes une école sous contrat, donc nous respectons la dotation horaire de chacune des disciplines. Donc, les enfants débutent l'anglais en CP
à raison de 1h30 par semaine, et ça c'est jusqu'en CM2, et bien sûr ils retrouvent l'anglais à raison de 4 heures en 6e, puis 3 heures toutes les autres années du collège. En CE1, les élèves ont une année d'initiation au chinois, qui est un moment aussi très apprécié et important, et il a du sens pour nous à ce moment-là, parce que c'est le moment où on poursuit l'entrée dans la lecture de nos élèves francophones, et c'est très intéressant de leur apporter et de leur montrer un autre système d'écriture, un autre système de langue, et donc de les ouvrir à une autre civilisation. Si nous engageons nos élèves dans tout un tas de disciplines, le principe aussi, c'est de ne pas les hiérarchiser. Alors, bien sûr, il y a des dotations horaires qui sont différentes, mais si vous voulez, l'investissement qu'on va attendre d'un enfant dans chacune des disciplines, on souhaite qu'il soit le plus important à chaque fois, et que un enfant ne fasse pas, une famille non plus, ne fasse pas une sélection parmi les disciplines qu'on va proposer. Pour nous, c'est extrêmement essentiel qu'on puisse s'engager en art, qu'on puisse s'engager en histoire, en français, en maths, en sport, en musique, j'en passe et des meilleurs. Et si vous voulez, nous allons pousser ce goût de l'effort dans chacune des disciplines, parce qu'à un moment ou un autre, on peut prendre appui sur une réussite dans un domaine et la transposer dans un autre domaine. Et ça, c'est quelque chose d'important pour nous. Un élève qui va réussir à s'engager dans son cours d'art, dans un projet collectif qui peut être un projet long, qui va avoir su défendre son opinion, su défendre sa manière de voir, eh ben, on va pouvoir parfois lui dire qu'il va être tout autant légitime pour défendre sa stratégie qu'il aura mis en œuvre dans une résolution de problème. Et ça peut être aussi une manière de contourner parfois une difficulté et un point. Et donc, nous allons chercher, et on le sait qu'à un moment ou à un autre de la scolarité, un élève ou un jeune, ou un enfant ou un jeune va se révéler dans le domaine qui lui conviendra. Et donc, nous allons aussi le valoriser à ce moment-là, quel que soit le domaine qui lui conviendra, pour pouvoir l'aider à faire ses choix. Et au final, pouvoir sortir de l'établissement avec des choix éclairés qui lui correspondront. Peut-être un point encore important sur les différents domaines qu'on propose à l'école alsacienne, c'est cette idée, évidemment, tout à l'heure je vous parlais de non-hiérarchisation des disciplines, mais en tout cas de notre refus aussi de cataloguer les enfants dans un environnement et leur dire, de dire, tiens, tu es un élève scientifique, tu es un élève littéraire, tu es un élève artistique. Peut-être que plus tard, votre enfant aura une carrière scientifique, une carrière littéraire, une carrière sportive, je ne sais pas. Mais il nous semble qu'un enseignement humaniste se doit de considérer que la culture générale engage les élèves à s'intéresser et à se mobiliser dans toutes les disciplines. Donc, c'est quelque chose pour nous très, très important, de très fort dès l'entrée en maternelle, et évidemment qui se poursuit tout au long de la scolarité à l'école alsacienne. Et alors, ce point est vrai à l'école primaire, mais il reste tout à fait exact au collège et au lycée. Nous ne sommes pas du tout un établissement dans lequel il n'y aurait qu'une seule matière importante, disons au hasard les mathématiques. On adore les mathématiques, on a très envie que nos élèves y obtiennent des meilleurs résultats, et on pousse beaucoup nos élèves à s'investir dans les disciplines scientifiques, et c'est des spécialités qui sont les plus choisies par nos élèves, comme dans beaucoup d'établissements au lycée. Mais on a tout autant de passion, de goût, d'intérêt, et on accorde tout autant d'importance aux autres, à toutes les disciplines en fait. Ce que disait Gauthier tout à l'heure sur la non-hiérarchisation, ça vaut au collège, ça vaut au lycée. Et un élève va pouvoir briller dans un domaine, et ça peut être pour lui un point d'appui, un point de reconnaissance vis-à-vis de ses pairs et vis-à-vis des professeurs absolument fondamental, qui lui l'aidera à se construire par la suite. Donc c'est pour cela que nous sommes très attachés à l'enseignement des arts. Nous avons de nombreuses options artistiques au lycée, cinéma audiovisuel, nous avons l'option théâtre, nous avons l'option art plastique également. Tout à l'heure, il y avait une question dans le chat sur cette question de la place des arts
elle est extrêmement grande dans notre établissement. Mais de la même façon, voilà, les sciences sont aussi importantes. Et puis, c'est pour cela aussi, j'en reparle tout à l'heure, que nous avons mis en place une classe à horaire aménagé musique sur l'ensemble du collège. Un autre point, c'est que nous essayons aussi d'établir les liens les plus forts entre les disciplines qui font partie du cursus scolaire classique et les disciplines extrascolaires. Les ateliers périscolaires sont très nombreux dans notre établissement. Ils viennent enrichir la proposition que nous avons. Des élèves peuvent ainsi avoir, en plus de leurs cours, une activité de création d'objets en 3 dimensions au sein du Fab Lab de l'école alsacienne. Ils peuvent avoir une activité de code numérique avec Magic Maker qui propose de très bons ateliers pour les collégiens en particulier. Et puis ils peuvent aussi découvrir le théâtre. Quelqu'un disait dans le chat que nos ateliers théâtre, et puis il y avait une question aussi, nos ateliers théâtre, ils commencent dès le CP, ils vont jusqu'en terminale et maintenant ils vont même en post-bac. Donc on a des ateliers théâtre, mais on a des ateliers dans d'autres disciplines artistiques. Il y a d'autres possibilités de s'ouvrir comme ça sur le monde, sur la culture, sur les arts, bref, sur les autres, et d'enrichir son parcours, de s'enrichir soi-même. Et pour nous, ce n'est pas quelque chose de fondamentalement différent. Dans beaucoup d'établissements, c'est comme ça que c'est construit dans les écoles de primaire. Hein. Il y a d'un côté les enseignements, de l'autre côté les activités périscolaires, sans que jamais ça communique ou ça se parle. Nous, on essaye le plus possible de rendre cet ensemble cohérent et de proposer une formation complète à une éducation finalement à nos élèves. Voilà pour ce qui est de l'ouverture au-delà du scolaire. Et Brice, on peut en arriver. Oui. On a parlé Vas-y, Gauthier. des différents domaines. Il y a peut-être une question auquel on n'a pas répondu, parce j'ai un peu parlé des langues et toi aussi. Juste parler de la question de l'anglais et de l'anglais pour les locuteurs natifs, parce que j'ai vu des questions passer tout à l'heure. Nous, donc, conformément au programme de l'éducation nationale, nous débutons l'anglais actuellement en classe de CP. À raison de 1h30 par semaine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et à partir du CE1, nous regroupons nos élèves locuteurs natifs. Qu'est-ce que c'est qu'un élève locuteur natif? C'est un élève dont l'anglais a été une des langues maternelles. Donc voilà, c'est pas un enfant qui bénéficie de cours à l'extérieur de l'école, dans une institution ou dans une autre, à raison de 2 ou 3 heures par semaine. Non, c'est un enfant qui, à la maison, va pouvoir parler quotidiennement l'anglais avec l'un de ses parents. Donc ces enfants-là, ils sont regroupés sur différentes classes à partir de la classe de CE1, sur un horaire qui est exactement l'horaire de celui de la classe en anglais, donc un volume de 1h30 par semaine. Donc ce n'est pas un enseignement comme pourraient le mener certains établissements bilingues avec une filière spécifique, un regroupement par classe, etc. Donc c'est juste un dispositif qui répond à des besoins spécifiques. Ce n'est pas non plus un groupe de niveau, parce que dans ces élèves locuteurs natifs, on peut avoir des élèves qui peuvent avoir des difficultés importantes dans le passage à l'écrit, d'autres dans des difficultés à l'oral, etc. Et donc, on a aussi une hétérogénéité dans ces classes-là. C'est un dispositif qui répond à un besoin particulier. Comment on entre dans ces dispositifs à l'entrée en CE1 ou en CM1 quand on arrive à l'école alsacienne, ou en 6e quand on arrive à l'école alsacienne? Vous nous déclarez que votre enfant, à vos yeux, est locuteur natif, et de toute façon, il a un test avec notre équipe d'anglais qui s'assure, qui répondra bien aux besoins de ce dispositif et de ce cours-là. Voilà, je pense que c'était important parce que c'est une question qui revient parfois et qu'on soit le plus explicite possible à ce sujet-là. Merci beaucoup, Gauthier. Tu enchaînes sur la question de la confiance? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. La confiance, donc c'est la dernière de nos 3 valeurs, hein, rappelez-vous, coopération, confiance. Et évidemment, celle-ci, elle est importante à plusieurs raisons. D'une part, nous souhaitons que nos élèves viennent sans la crainte de la note, sans la crainte du professeur, sans la crainte du lendemain. Alors, crainte du lendemain, ces temps-ci,
parmi dans le contexte géopolitique que nous vivons, avec les dérèglements climatiques, avec les montées des populismes, de l'extrême droite, etc., ça paraît des fois compliqué, mais nous y travaillons, notamment en développant leur esprit d'initiative, leur responsabilisation et leur engagement. Comment nous mettons en œuvre le développement de la confiance parmi nos élèves? D'abord, c'est important pour nous de connaître chacun des élèves qui nous sont confiés, et nous avons à notre disposition, et c'est là que nous sommes une école privée, et c'est aussi pour ça que l'école alsacienne a des frais de scolarité importants, nous bénéficions d'une équipe éducative qui est nombreuse et pluridisciplinaire, qui vient travailler aux côtés des professeurs. Nous avons, de la maternelle jusqu'au lycée, une vingtaine de personnes qui constituent ce qu'on appelle le service éducatif, conseiller principal d'éducation ou assistant d'éducation, qu'on appelle, nous, des adjoints de niveau. Ces personnes-là sont toujours présents à l'école quand votre enfant est là, mais sont totalement déchargés d'enseignement. Et ils sont là pour accompagner les enfants. Moi, j'aime bien dire pour accompagner les enfants, évidemment, c'est ce qui se passe plus facilement en maternelle élémentaire, dans les petits bonheurs et dans les petits malheurs de votre enfant au quotidien. Mais c'est le cas aussi plus tard au collège et au lycée. Et ces adultes-là sont aussi là à votre disposition pour échanger, pour discuter, pour parler de l'épanouissement de votre enfant, de sa place dans le groupe, de ses résultats, évidemment. À côté donc des professeurs du service éducatif, nous avons aussi un service psychologique qui est présent et très présent à l'école alsacienne. Nous avons 3 psychologues qui sont présents de la maternelle à la terminale, et un service médical, un médecin scolaire et 2 infirmiers. Et tous ces adultes-là contribuent à apporter leur regard sur à la fois l'entrée dans les apprentissages de votre enfant, mais aussi sur son installation dans la vie de groupe et sur sa place dans la dynamique collective. Ils participent au conseil de classe, ils échangent avec les professeurs, ils échangent avec vous, et ils peuvent aussi échanger avec votre enfant quand votre enfant le souhaite, ou quand il y a besoin d'échanger avec lui. Donc voilà, on partage nos points de vue, nous croisons nos regards, et ainsi, si vous voulez, votre enfant trouvera toujours un adulte avec lequel il pourra échanger. Et nous veillons à ce que, et c'est peut-être aussi un de nos marqueurs à l'école alsacienne, c'est que les adultes arrivent ici pour travailler en sachant qu'ils vont aussi avoir des échanges importants avec les élèves. Et donc, nos élèves trouvent toujours l'adulte auquel ils peuvent se confier, avec lequel ils peuvent échanger et construire ainsi sa scolarité. Si la confiance, elle se construit dans la connaissance des élèves, elle se construit aussi dans ce que les élèves vont avoir comme regard sur leur propre scolarité. Et les bulletins scolaires, les bilans, comme celui que vous pouvez voir actuellement sur la diapositive, sont une manière exceptionnellement importante de communiquer avec eux. Bien sûr, nous privilégions l'évaluation positive, nous allons valoriser leur progrès, et nous allons essayer d'être extrêmement explicites avec les élèves et avec les familles, bien sûr, sur les points qui seront des points encore à travailler, sur les défis que les élèves auront encore à dépasser dans les semaines qui suivent un bulletin ou dans l'année qui suivra le bilan de fin d'année. Donc, nous avons des bulletins, en tout cas jusqu'à la fin de 4e, qui sont des bulletins exclusivement d'évaluation d'éléments de programme. Il n'y a pas de notes avant la 3e. Il y a forcément des notes qui arrivent à la 3e parce qu'il y a le diplôme national du brevet et donc un examen national avec des notes. Mais jusque-là, on utilise une échelle de progrès à plusieurs niveaux, 3 niveaux en maternelle, 4 niveaux en élémentaire et collège, qui est une échelle de progrès. Et au-delà, si vous voulez, de cette évaluation des éléments de programme, qui permettent à un élève de savoir qui maîtrise, je ne sais pas, par exemple, qui maîtrise très bien les temps appris en cours de français en conjugaison, mais qu'en revanche, sur la technique opératoire de la multiplication avec des nombres décimaux, là-dessus, il y a encore des fragilités et il va falloir les travailler, et éventuellement, nous proposerons des remédiations. Mais au-delà de cette évaluation des programmes, les équipes soignent énormément les appréciations qui sont remises à votre enfant et qui vous sont remises, parce que c'est dans ces appréciations-là qu'on peut mesurer l'engagement de votre enfant dans la discipline. C'est dans ces appréciations-là qu'on peut avoir aussi des valorisations, des félicitations, des encouragements, mais aussi les conseils à mettre en œuvre pour la suite de la scolarité.
Donc voilà, si vous voulez, la confiance, elle se construit par la connaissance des élèves, mais aussi par être acteur de ces apprentissages. Et si les connaissances, elles sont évidemment essentielles dans la scolarité, si les compétences, au-delà des connaissances, les méthodes et les stratégies d'apprentissage, elles sont extrêmement importantes. Et donc, nous allons porter une attention tout à fait particulière à l'acquisition des méthodes et des savoir-faire. Les échanges de stratégies, la réflexion sur comment on apprend, la capacité à mesurer la méthode d'un camarade, savoir si elle est plus efficace, plus efficiente qu'un autre, etc. Le partage de toutes ces connaissances-là. Et parfois, si vous voulez, y compris laisser des élèves, comme vous avez ici dans cette photo, qui est une photo d'élèves de moyenne section qui échangeaient autour de la construction des nombres, les laisser des fois trouver leur stratégie et essayer de voir celle qui sera la plus opérante. Donc, dans les pédagogies que nous mettons en œuvre, nous construisons aussi une confiance de l'élève vis-à-vis de ses apprentissages, vis-à-vis des pairs avec qui il est dans la classe, vis-à-vis de la confiance qu'il peut avoir dans les année après année sur les connaissances qu'il emmagasine, en développant son esprit critique, hein, et son goût pour des recherches qu'on va essayer de mettre en œuvre le plus actif possible, de recherche et d'investigation. Et ainsi, nous les faisons acteurs de leurs propres compétences. Les élèves sont acteurs, mais les familles sont aussi engagées dans la scolarité et dans la vie d'établissement. Et c'est important pour nous de les impliquer et les impliquer dans des dispositifs qui sont des fois assez particuliers à l'échelle de l'établissement. Brice, peut-être un mot sur la place des parents dans l'établissement? Oui, des parents et des élèves, en fait. L'image d'illustration, c'est juste l'image d'un comité, le comité co-répartite, qui joue un rôle très important au sein de notre établissement. C'est un comité qui réunit des parents d'élèves, des élèves délégués, des délégués des professeurs et puis la direction. On se réunit une fois par mois et nous formulons un certain nombre de propositions sur des grands axes de développement de l'école ou sur des opérations ponctuelles. Et c'est une manière d'associer les parents, bien évidemment, aux décisions importantes de l'établissement, d'associer les élèves et de leur permettre de s'impliquer pleinement dans la vie de l'établissement. Au-delà de ça, alors ce comité, il a porté des projets vraiment très intéressants. Je parlais du projet Entraide tout à l'heure. Toutes les questions d'éco-responsabilité, elles ont été, en tout cas, le début de la réflexion s'est fait au sein de ce comité quadripartite. Et tout à l'heure, on parlait de harcèlement scolaire. J'ai vu dans le chat une question très importante sur la question de l'empathie. L'empathie, c'est quelque chose qui est fondamental. Hein, ça a été rappelé, c'était dans le chat par Gabriel Attal, qui a quelques liens avec notre établissement. C'est quelque chose qui est absolument fondamental, effectivement, si on veut lutter contre le harcèlement, parce qu'il faut pouvoir s'identifier à l'autre, se mettre à sa place, à la place de la souffrance qu'il peut ressentir, pour s'empêcher d'aller vers des comportements de ce type-là. Et ça, ben, le projet Entraide, il va tout à fait dans ce sens-là. Ces liens très forts qui peuvent exister entre des élèves d'âges très différents. Et puis, l'empathie, elle se travaille de différentes manières. Elle se travaille dès la maternelle. Gauthier Le Chevalier pourrait vous en parler longuement. Et tout au long d'une scolarité. Pour revenir à ce comité quadripartite et à l'implication des élèves et des familles au sein de l'établissement, l'idée qui nous tient à cœur, c'est que l'école alsacienne soit aussi le lieu d'expérimentation pour les élèves qui ont un projet, qui ont envie de réaliser quelque chose au sein de notre établissement. On va pas leur expliquer pourquoi c'est impossible, on va essayer de les aider à réaliser ce projet. Et de très belles initiatives naissent de la volonté de nos élèves de créer quelque chose, d'entreprendre. Et ce sens de l'entreprise, on pense que c'est une qualité très importante qu'il faut vraiment cultiver chez eux. Donc voilà en résumé la présentation de ce qu'on essaye de faire vivre au quotidien dans l'établissement, c'est-à-dire de proposer une éducation laïque et bienveillante, une éducation parce que ça ne se résume pas, le projet d'un établissement scolaire, à la transmission des savoirs.
On n'est pas que dans l'instruction, ça n'aurait aucun sens. L'objectif, la finalité, c'est bien la formation d'une personne, c'est la formation d'un futur citoyen. C'est ça le projet humaniste, hein, très exactement. Et donc ceux qui pensent que l'école, ça ne serait que de la transmission de savoir, oublient les préceptes de Rabelais, par exemple, ou de Montaigne. Nous, ils nous tiennent particulièrement à cœur. C'est une éducation laïque, parce que c'est dans la confrontation à l'autre dans sa différence, c'est la diversité qui est absolument fondamentale, diversité d'origine, d'opinion, de croyances, et ce goût de la confrontation à l'autre, c'est quelque chose que l'on essaye, et du respect des autres, c'est quelque chose que profondément nous essayons de faire vivre, là encore, au quotidien, à l'école alsacienne, au travers de toutes les actions que nous vous avons décrites. Et puis, bien évidemment, l'objectif, c'est que tout cela se fasse avec bienveillance, dans un climat serein. On est très attentif à ce climat scolaire, à faire en sorte que chaque élève soit heureux de venir à l'école le matin. C'est ça notre plus grande satisfaction, et nous y consacrons tous nos efforts. Alors, on en vient à quelques informations pratiques, et on va répondre à beaucoup de questions qui ont été posées, et c'est tout à fait naturel, sur les langues. Donc, encore un tout petit peu de patience. Peut-être juste pour préciser les horaires très rapidement, Gauthier. Oui, c'est important parce que, à la différence de la majorité, par exemple, des écoles parisiennes publiques qui organisent les apprentissages scolaires sur les 5 jours de la semaine, sur 4 jours et demi, nous, notre organisation, elle est sur 4 jours. La classe a lieu de la petite section au CM2 les lundis, mardis, jeudi et vendredi, avec 4 jours qui ont des durées absolument identiques. Les portes de l'école ouvrent tous les jours à 8h20. Tous les parents peuvent rentrer dans l'école jusqu'en CM2. C'est pour nous aussi important, je trouve que symboliquement, de pouvoir fouler le sol que son enfant empruntera ensuite dans la journée, c'est absolument important. Donc oui, c'est un moment important à l'entrée. Donc on ouvre les portes de l'école à 8h20. Les enfants vont dans leur classe d'ailleurs directement. C'est aussi un de nos choix, de la petite section au CM2. La classe a lieu le matin jusqu'à 11h30. Bien sûr, il y a une récréation organisée dans la matinée. Les apprentissages reprennent l'après-midi de 13h30 à 16h20 en maternelle ou 16h30 en élémentaire. 11h30, 16h30, cette pause qu'on appelle méridienne, c'est aussi l'école alsacienne qui l'organise. Nous recrutons nos profs surveillants de demi-pension qui grandissent aussi à l'école alsacienne avec le projet d'établissement chevillé au corps. Donc, si vous voulez, il y a une cohérence entre ce qui va se passer sur ce temps de midi, sur les ateliers périscolaires et ce qui se passe sur la classe. Et il y a des échanges et des communications importantes. Pour nous, c'est extrêmement important qu'un enfant soit autant investi, d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, dans les différents domaines, mais autant investi dans la vie de l'établissement le midi et en étant bien à la cantine, bien dans la cour, que dans son cours de mathématiques qu'il aura le matin ou l'après-midi. En élémentaire, pour les enfants à partir du CP au CM2, nous proposons une étude encadrée en petits groupes, mise en place par soit un de nos membres du service éducatif, soit un de nos surveillants de demi-pension qui a l'habitude d'encadrer les élèves pour les devoirs scolaires, donc de 17h à 18h, les enfants ils peuvent rester jusqu'à 18h. Pour la maternelle, il y a la possibilité de rester jusqu'à 17h. Tous les jours, on organise un petit goûter pour nos élèves de maternelle qui souhaiteraient rester. Et nous avons des ateliers périscolaires. Donc Brice en a parlé tout à l'heure, on a du théâtre, on a de l'escrime, du volleyball, du football, j'en passe, des meilleurs au niveau sportif, on a des arts, on a un atelier manga, on a tout un tas d'ateliers qui soit ont lieu pour les élèves d'élémentaire le midi, un midi par semaine, un enfant peut choisir un atelier entre 12h30 et 13h30, et un soir de la semaine, il peut avoir aussi un atelier de 17h à 18h. Et nous proposons pour les élèves de maternelle à partir de la moyenne section un atelier un soir par semaine de 17h à 18h. Le mercredi matin, donc pas d'école, pas de cours, pas d'enseignement scolaire, mais des possibilités à partir de la moyenne section de participer à des ateliers entre 9h et
et midi. Voilà pour l'organisation des horaires et pour l'organisation au quotidien de la classe en élémentaire et en maternelle. Ton micro, Brice. Pardon. Je disais, pour le collège et le lycée, nous fonctionnons de façon très classique. Les cours ont lieu tous les jours, du lundi jusqu'au vendredi, de 8h à 17h. Le mercredi, évidemment, c'est que le matin, 8h, 13h. Nous n'avons pas de cours pour l'instant le samedi matin, alors que beaucoup de lycées ont cours le samedi matin. Peut-être qu'un jour, nous serons contraints de rajouter cette plage horaire, mais pour l'instant, on arrive à fonctionner sans le samedi matin. Alors, évidemment, il y a des modulations. Les élèves les plus jeunes, nous essayons, donc 6e, 5e, de les faire commencer plutôt à 9h, mais ça marche pas toujours. De les faire terminer plutôt à 16h, mais ça marche pas toujours. Et de faire en sorte qu'ils aient une pause méridienne de 2 heures. Pour les lycéens, en revanche, c'est plutôt l'effet inverse. On est obligé de rallonger les journées, en particulier lorsqu'ils ont des cours d'option. Dans ce cas-là, les cours peuvent aller jusqu'à 18, 19, voire dans le pire des cas, 19h40 pour certaines options. Voilà pour les horaires. Alors, là, je passe à une partie importante qui ne concerne que le collège et le lycée, c'est le choix des enseignements optionnels, de tout ce qui appartient au choix des familles. La première question à se poser pour les élèves qui candidatent en collège, de la 6e jusqu'à la 3e, c'est est-ce que vous souhaitez demander la classe musicale ou pas? Et cette information, elle est importante parce que ça crée en fait 2 sélections. D'un côté, une sélection pour les élèves qui postulent pour la classe musicale. De l'autre côté, une sélection pour ceux qui ne postulent pas en classe musicale. Donc, qu'est-ce que c'est que la classe musicale? J'en ai parlé à plusieurs reprises déjà. C'est effectivement un horaire aménagé. Nous allons faire en sorte de concentrer le temps de cours sur les matinées de 8h jusqu'à 13h si possible, mais parfois jusqu'à 15h. On est obligé d'empiéter sur les après-midi. Donc, un temps de cours resserré qui libère les après-midi afin que les élèves puissent, chez eux, travailler leur instrument. Ils ont du temps disponible pour chaque jour travailler de façon importante leur instrument et puis ensuite faire leurs devoirs et aller au conservatoire ou à l'école de musique. Parce que pour être inscrit dans une classe à horaire aménagée musique, il faut impérativement suivre des cours dans une école de musique ou dans un conservatoire. L'intérêt de ce dispositif, c'est évidemment qu'il garantit pendant toute la durée du collège, c'est un engagement sur toutes les années de collège, 6e, 5e, 4e, 3e. Cela garantit pendant toutes les années de collège un engagement dans les activités musicales très important. Alors que ce qu'on observe souvent, c'est que un élève va être assez motivé encore en 6e pour poursuivre son instrument, en 5e va commencer à avoir un petit peu moins d'envie pour cela, et puis en 4e dira non, j'ai trop de devoirs, et bien souvent arrête. La classe musicale, ça permet aux élèves de poursuivre leur passion pour la musique et de pratiquer de façon assidue leur instrument. À l'issue de la classe musicale, il y a 2 options. Soit continuer le parcours à l'école alsacienne, mais nous n'avons pas de classe musicale au lycée, donc ça veut dire revenir dans un enseignement très classique, ne pas avoir de temps supplémentaire pour la musique et donc forcément diminuer la pratique musicale, mais à un niveau atteint tout à fait excellent qui permettra toute sa vie de reprendre tout cela. Et puis, certains élèves font le choix d'aller vers un autre établissement, puisque à Paris, un certain nombre de lycées proposent des classes à horaires aménagés musique. Donc, c'est vraiment un très beau choix, la classe musicale. C'est un très beau parcours. Les élèves en sont en général tout à fait ravis. Mais ce n'est possible que pour un certain nombre d'élèves qui sont inscrits dans un conservatoire ou une école de musique et qui surtout, c'est ça le plus important, ont un vrai engagement dans leur activité musicale. Il faut impérativement que la musique fasse partie de leur vie et qu'ils aient l'intention d'y consacrer du temps, d'y consacrer de l'énergie pendant au moins toute la durée du collège, 6e, 5e, 4e, 3e. Si c'est le cas de votre enfant, je vous conseille vraiment de postuler pour cette classe, d'autant que, comme nous avons moins de candidats,
c'est logique, et un nombre assez conséquent de places disponibles. Hein. En sixième, on a à peu près 15 places disponibles dans cette classe musicale, parce que les autres sont prises par les élèves qui viennent de notre CM2, du CM2 de l'école alsacienne. Ben, ça laisse une probabilité d'être admis plus forte que en section normale. Mais encore une fois, surtout, ne forcez pas votre enfant à aller en classe musicale simplement pour être admis à l'école alsacienne, ça marche pas, et puis ça ne se passe pas très bien en général. La classe musicale, c'est le premier choix. Je pourrais revenir sur cette classe s'il y a des questions tout à l'heure. Les langues, deuxième élément de sélection très important, parce que surtout en sixième, j'ai un nombre de places disponibles, et ça rejoint une question qui a été posée dans le chat tout à l'heure, j'ai un nombre de places disponibles très différent en fonction des différents choix de langue. Alors, quelle est l'offre de l'école alsacienne? C'est très simple. Tous nos élèves font de l'anglais. Donc là, cette question ne se pose pas. Tous nos élèves font de l'anglais. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, les élèves qui sont locuteurs natifs en anglais ont un cours spécifique qui leur est proposé. Tous les élèves ont l'anglais comme LV1. La question se pose donc pour la deuxième langue vivante. Nous proposons 4 deuxièmes langues vivantes au choix des familles: le chinois, l'allemand, l'italien, l'espagnol. Chinois, allemand, italien, espagnol. Il faut choisir une de ces 4 langues. Si le choix se porte sur le chinois ou sur l'allemand, alors le parcours de cette deuxième langue vivante commence dès la sixième. Ce qui signifie qu'en sixième, ils auront 2 langues, l'anglais et le chinois, ou l'anglais et l'allemand. Pour les autres langues, c'est-à-dire l'italien et l'espagnol, le parcours commence en cinquième. Et dans les 2 cas, ça se continue jusqu'à la terminale. J'insiste bien, le choix de la deuxième langue vivante, c'est un engagement qui se fait jusqu'en terminale. Brice, alors, est-ce que tu peux préciser que ce choix de langue est le même qu'on soit en classe CHAM ou en classe non CHAM? Tout à fait. La classe à horaire aménagé musique, contrairement à ce qui se fait dans d'autres établissements, est compatible avec toutes les options que nous proposons. Alors évidemment, si on a 2 langues en sixième, on a un volume horaire plus important que si on n'en a qu'une. Et si on prend en plus une langue ancienne à partir de la quatrième, une troisième langue vivante, etc., ça peut alourdir les emplois du temps. Mais toutes les options sont disponibles quand on est en classe à horaire aménagé musique. Donc, pour la sixième, vous pouvez choisir soit le chinois, soit l'allemand. Si vous choisissez ça, ça veut dire que votre enfant va continuer le chinois jusqu'en terminale ou l'allemand jusqu'en terminale, ou alors ne pas choisir et donc demander juste l'anglais, d'accord? Anglais seul. Et dans ce cas, le choix de la deuxième langue vivante interviendra lors de l'entrée en cinquième. Et ça pourra être c'est plus possible pour le chinois parce qu'ils auront commencé, c'est plus possible pour l'allemand parce qu'ils ont commencé, donc uniquement italien ou espagnol. Là encore, le choix la question a été posée, le choix du chinois ou le choix de l'allemand est un tout petit peu plus favorable puisque nous avons de notre école primaire un petit peu moins d'élèves qui choisissent le chinois et qui choisissent l'allemand, ce qui offre une plus grande probabilité d'inscription à l'école alsacienne. Mais, et j'insiste lourdement, là encore, ne développez pas des stratégies, parlez-en à votre enfant, discutez avec lui, échangez avec lui. L'engagement pour une langue vivante vaut jusqu'en terminale, et donc si vous l'avez poussé absolument à faire de l'allemand alors qu'il ne voulait pas du tout, simplement pour avoir un tout petit peu plus de chances d'être admis à l'école alsacienne, vous allez le regretter parce que lui-même risque de ne pas être très content. En sixième, ça peut peut-être encore aller, mais après, ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué. Voilà, j'espère avoir été clair. Bien évidemment, le choix de cette deuxième langue vivante compte au moment de l'inscription, dans des proportions que je ne connais pas de façon précise, puisque nos élèves de CM2 n'ont pas encore choisi leur deuxième langue vivante. On va le faire un tout petit peu plus tard dans l'année, mais en gros, voilà, le plus grand nombre d'entre eux prendra anglais seul, ce qui laisse un petit peu plus de possibilités du côté du chinois et de l'allemand. Voilà. Sur la suite du parcours. Alors, nous proposons des troisièmes langues vivantes.
La troisième langue vivante, normalement, ça ne se commence qu'au lycée, seconde, première, terminale. Ça, ce sont les programmes de l'éducation nationale. Nous faisons, nous, une exception pour le russe, que l'on peut commencer dès la cinquième. Donc, c'est un enseignement totalement facultatif de russe troisième langue vivante que nous plaçons à en cinquième. Pour des raisons historiques, c'était autrefois une deuxième langue vivante. Voilà, ça a un petit peu évolué, mais on garde cette particularité. L'espagnol, en revanche, c'est uniquement à partir de la seconde. C'est intéressant de savoir que votre enfant peut faire de l'espagnol en troisième langue vivante à partir de la seconde, parce que ça laisse la possibilité de se dire, ah bah tiens, du coup, il peut faire de l'allemand, par exemple, en sixième, ou il peut faire de l'italien en cinquième, et il aura la possibilité ensuite de faire de l'espagnol à l'entrée au lycée. Pour les disciplines non linguistiques, donc c'est DNL, discipline non linguistique, il s'agit d'enseignements optionnels offerts uniquement au lycée. C'est un cours soit d'histoire et géographie, soit de sciences de la vie et de la terre, mais qui est dispensé dans une langue étrangère, c'est-à-dire soit en chinois, soit en allemand, soit en anglais. Et comme en général on a un peu trop de demandes par rapport au nombre de places, on est obligé d'effectuer une sélection, mais qui se fera dans un second temps. D'abord, vous postulez à l'école alsacienne, on vous dit si votre enfant est pris ou pas, et puis ensuite on vous dira si nous avons une place et s'il peut être admis en DNL, histoire et géographie ou SVT dans les différentes langues que j'ai citées. Nous avons aussi du latin et du grec, donc des langues anciennes. Le latin, c'est de la cinquième jusqu'à la terminale. Le grec, c'est à partir de la seconde. Et comme je le disais tout à l'heure, nous proposons aussi des enseignements artistiques nombreux, art plastique, cinéma audiovisuel, théâtre. Tout ça, c'est uniquement pour le lycée. Voilà. Un dernier point qui intéresse les élèves qui sont au lycée, ce sont les spécialités que nous proposons. Parce que si vous avez suivi les dernières réformes du baccalauréat, les séries telles qu'elles existaient il y a quelques années n'existent plus. Il n'y a plus de séries S, ES ou L. À la place, il y a des spécialités. C'est-à-dire que c'est un baccalauréat qui est un petit peu plus à la carte qu'il ne l'était autrefois. L'information qu'il faut retenir essentiellement, c'est que nous offrons beaucoup des spécialités disponibles et que l'offre de l'école alsacienne est assez riche en ce domaine. Voilà, je crois que c'est le point central. Pour les candidatures, ça aura une incidence, puisque c'est à l'entrée en première et à l'entrée en terminale qu'il y a des spécialités, et que je vais voir combien j'ai de places disponibles en fonction du choix de mes élèves de seconde et du choix de mes élèves de première. Mais bien évidemment, pour l'instant, vous ne pouvez pas savoir quelles sont les spécialités choisies par votre enfant, puisque c'est trop tôt dans l'année. Donc, nous vous interrogerons plus tard, au moment opportun, sur les spécialités demandées, et ça sera un critère de décision, puisque j'ai plus ou moins de places disponibles en fonction de chaque spécialité. Voilà pour l'offre en termes d'options, de spécialités, c'est-à-dire d'enseignements pour lesquels les familles font un choix à l'école alsacienne. Un petit mot du calendrier, Gauthier, je te laisse en parler. Oui, merci beaucoup. Alors, le calendrier des inscriptions. Tout d'abord, pour vous informer, bien sûr, il y a cette réunion que vous pourrez bientôt revoir et celle des années précédentes qui sont en ligne et qui seront bientôt en ligne pour celle d'hier et celle d'aujourd'hui. Le site pour vous faire une idée de ce qu'est l'école alsacienne, bien sûr. Et dès demain matin ou dès demain dans la journée, vous pourrez compléter le formulaire qui sera en ligne, et ça jusqu'au mardi 2 juillet 2024. Qu'est-ce qu'on vous demande dans le formulaire? Un certain nombre d'informations évidemment administratives. Nous avons besoin des pages du livret de famille qui vous concerne et qui concerne votre enfant. Et si vous n'avez pas de livret de famille, si vous avez des actes de naissance, c'est ce qui le remplacera bien évidemment. Nous vous demandons de répondre à deux questions. D'abord, c'est qu'attendez-vous de l'école alsacienne? Et première question. Et la seconde question, c'est de nous décrire le profil de votre enfant. Et là, évidemment, on vous demande
de parler avec, la langue et le cœur de parents, bien sûr, mais de pouvoir nous décrire votre enfant, c'est aussi très important. C'est dans la première partie du formulaire aussi que vous nous indiquerez si votre enfant bénéficie d'aménagements pédagogiques, et c'est important qu'on puisse le savoir parce que éventuellement, nous adapterons les tests à l'entrée en CM1 et en 6e. Hein. Si votre enfant bénéficie d'un accompagnement en classe, nous pouvons lui proposer un accompagnement lors de ces tests. Si votre enfant a un trouble des apprentissages et a besoin d'avoir un document avec un interligne plus important, nous le ferons sans aucun problème. Et d'ailleurs, nous veillons à ce que nos documents soient des documents qui rentrent dans une conception universelle des apprentissages, donc qui puissent être utilisés par tous les enfants, quels que soient leurs besoins pédagogiques. Ensuite, donc, je vous parle de ce qui concerne la maternelle élémentaire, et Brice reprendra la parole pour le collège et le lycée. Pour la maternelle, l'entrée donc en moyenne section et pour l'entrée en CP, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, nous ne rencontrons pas du tout les enfants. Voilà, c'est vraiment un choix important. En revanche, c'est moi qui vous rencontre, je rencontre toutes les familles. Voilà, toutes les familles candidates à l'entrée en moyenne section et en CP. Et donc, c'est extrêmement important. Et donc, évidemment, si à partir du moment où vous avez complété votre candidature en ligne, si dans les 10 jours qui suivent, vous n'avez pas de nos nouvelles, si vous n'avez pas reçu un message de notre part, qui sera un message électronique, un mail, pour vous permettre de prendre un rendez-vous avec moi, n'hésitez pas à nous écrire. Vous avez les adresses qui nous permettent d'être en lien avec nos assistantes qui gèrent ces situations-là. Donc, un entretien en visio. Pour le CM1, nous recevons tous les élèves dont les parents auront fait la demande. Il n'y a pas de sélection à partir des dossiers qui nous sont remis, mais tous les élèves sont reçus à l'école alsacienne en CM1. Ce sera le mercredi 13 mars après-midi, entre 14h et 16h, pour d'une part un test écrit en français et en mathématiques. Alors, qu'est-ce qu'on évalue à ce moment-là? Votre enfant, il sera en milieu d'année de CE2. Et donc, nous l'évaluerons sur des connaissances, sur des compétences qui sont travaillées en milieu d'année de CE2. Nos classes de CE2, nous les connaissons. Nos élèves, nous respectons les programmes. On vous l'a dit en tout début d'intervention, nous sommes une école sous contrat, donc nous respectons les programmes de l'éducation nationale. Donc, nos élèves de CE2 font les programmes de CE2. Voilà. Donc, ce que nous proposerons à votre enfant, ce sera un test qui correspondra grosso modo à ce qu'il travaille à partir de un texte, des questions autour d'un texte, quelques questions d'études de la langue, grammaire, quelques petites questions comme ça de conjugaison. Si vous croisez quelqu'un qui vous dit « je sais exactement quel sera le test », la personne ne vous trompe, parce que nos tests sont réécrits chaque année. Et si quelqu'un vous dit « mais je sais exactement comment entraîner votre enfant », ne le croyez pas non plus. Ce dont votre enfant a besoin le jour du test, c'est de venir en confiance, de savoir qu'il va nous montrer le meilleur de ce qu'il sait faire, qu'il est dans des conditions qui seront évidemment de sélection très particulière, mais vous lui aurez dit avant, qui va donner le meilleur de lui-même, qui va venir avec une trousse que vous lui aurez préparée, un crayon bien taillé, des stylos qui fonctionnent, un double décimètre. Voilà la meilleure manière de préparer votre enfant au test. Quand votre enfant vient ce mercredi 13 mars prochain en 2024 pour ce test, il fera ce test écrit et il sera également reçu par un de nos professeurs pour un entretien, court entretien, qui à la fois nous permettra de connaître un petit peu sa personnalité. Alors, comment on fait pour connaître la personnalité d'un enfant de 8-9 ans? C'est évidemment pas évident. Puis nous, on veut être très prudent. On souhaite que quel que soit le devenir de cette candidature, votre enfant garde le moins mauvais souvenir de ce passage-là, voire le meilleur souvenir. Et donc, on s'appuie en général sur un texte de lecture qui permet déjà à l'enfant de nous montrer comment il lit, et souvent avec des sujets qui peuvent toucher à l'école, à la vie de l'école, et comme ça, de s'entretenir avec lui. Voilà. Donc, pareil, pas de préparation spécifique à cet entretien, et que l'enfant finalement comprenne pourquoi. Ce qui est important, c'est que l'enfant il sache ce qu'il vient faire ce jour-là, et que vous lui ayez dit que si vous souhaitez qu'il soit inscrit à l'école alsacienne, c'est parce que vous pensez que c'est une école qui lui correspondra bien et dans laquelle il pourra s'épanouir. Donc ça, c'est important.
test le 13 mars, et pour tous les niveaux, moyenne section CP, CM1, résultat à la fin du mois de mars. Et je vous le redis parce que j'ai vu plusieurs fois la question passer en cours de visio, peut-être que vous nous avez rejoint, l'horaire de 19h30 n'est pas forcément commode pour tout le monde. Il n'y a déjà pas de place à l'entrée en petite section. Pas que cette classe n'existe pas à l'école alsacienne, on est très heureux qu'elle existe et maintenant depuis 7 ans, mais elle est réservée, elle a été, si vous voulez, complétée par les petits frères et les petites sœurs d'enfants déjà scolarisés à l'école alsacienne. Voilà pour le calendrier des inscriptions côté maternelle élémentaire et un petit peu pour l'organisation du test et des critères de sélection qu'on avait déjà évoqués plus tôt. Brice, pour le collège et le lycée? Oui, le calendrier est presque le même. Donc, avant tout, remplissez le dossier d'inscription en ligne avant le 2 janvier. Ça, c'est le plus important. Votre enfant passera, donc je parle pour tous les élèves de la 6e jusqu'à la terminale, un entretien en visio avant fin février. Même chose, si vous n'avez pas de nouvelles, vous n'hésitez pas, vous nous écrivez. Et mon adjoint pour tout ce qui est administratif, Éric Marcille, vous allez forcément être en contact avec lui. Vous verrez, il est extrêmement réactif par mail. Voilà, très réactif par mail. Donc, entretien avant fin février. Pour 2 cas particuliers, les inscriptions en 6e, il y a en plus un test écrit français mathématiques qui aura lieu en présence un mercredi après-midi. Là aussi, vous aurez toutes les informations en temps et en heure. Et pour les admissions à la classe à horaire aménagé de musique, les auditions, donc les entretiens se transforment en auditions. L'audition, c'est un petit morceau que votre enfant a l'habitude de jouer. Il y avait une question plutôt dans le chat. Il n'y a pas d'exigence particulière, aucune exigence, simplement un morceau que votre enfant joue déjà pour le conservatoire, pas de préparation particulière. Et donc cet entretien en présence. Peut-être 2 ou 3 précisions. L'entretien, d'une manière générale, comment est-ce qu'il se déroule? Alors, pour les plus jeunes, il peut prendre appui sur la lecture d'un texte. Souvent, on demande à un élève de lire un texte qui est mis à sa disposition par le professeur et ça donne un petit élément de départ de la discussion et de départ de l'échange. Parce que pour les plus jeunes, les 6e notamment, parfois c'est un peu difficile de dialoguer de but en blanc. Mais tous les entretiens vont, au-delà de cette éventuelle lecture, tourner autour de la question de l'école, ce qu'elle peut représenter pour votre enfant, ce qu'il peut y apprécier dans l'école dans laquelle il se trouve, quelles sont les matières qu'il aime, quelles sont aussi ses activités extrascolaires. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on essaye de voir, de cerner en posant un certain nombre de questions. Parfois, certains professeurs demandent aussi dans quelle mesure ils sont un petit peu au courant de ce qu'est l'école alsacienne. Donc, n'hésitez pas à leur en dire quelques mots. Là, vous avez participé à cette réunion. Il y a même sans doute des enfants qui sont présents. Il peut y avoir, surtout pour les plus âgés, quelques questions autour de voilà, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi est-ce qu'ils sont là. Donc, c'est mieux qu'ils soient un tout petit peu au courant, bien évidemment, quand ils postulent du projet que vous formez pour eux et, on l'espère, avec eux. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Non, les tests écrits, je redis ce qu'a dit Gauthier Le Chevalier, ça vaut de la même façon pour le test de 6e. Pas de préparation spécifique. On fait un test pour des élèves qui sont en cours de CM2 sur des connaissances qu'ils sont censés déjà posséder. Ça peut paraître un petit peu difficile, notamment parce que ce jour-là, les enfants peuvent être un peu inquiets. On en est désolé. C'est voilà. Encore une fois, on est obligé de faire de procéder à une sélection beaucoup trop forte, mais parce qu'il y a trop de candidats à l'entrée. En tout cas, c'est tout à fait du niveau d'un élève qui est en cours de CM2. Ça doit être tout à fait possible pour tous les élèves qui candidatent. Et je redis ce que j'ai dit au départ. Tous les élèves seraient vraiment les bienvenus à l'école alsacienne. S'ils ne réussissent pas ce test, ils doivent absolument ne pas en souffrir. Ça n'a pas de caractère de gravité. Et Pierre de Panafieux, qui n'est pas là ce soir,
a l'habitude de rappeler que lui-même a passé 4 fois, je crois, le test d'entrée à l'école alsacienne avant d'être finalement 5 fois. 5 fois finalement d'être admis, puisque c'est un ancien élève de l'école alsacienne. Donc voilà, si c'est un échec, c'est peut-être une réussite la fois suivante. Pas d'inquiétude à ce sujet. Nous avons fait le tour des quelques points dont nous souhaitions parler ensemble. On a répondu déjà à pas mal de questions, mais on peut encore prendre un petit peu de temps pour répondre à certaines questions. Peut-être que Thomas, tu en as repéré certaines. Oui, peut-être juste un mot pour repréciser qu'il n'y a aucune priorité donnée aux candidatures qui arriveraient tôt au cours du processus de sélection, hein. Vous pouvez compléter tranquillement le formulaire de candidature. Nous étudions toutes les candidatures de la même manière, quelle que soit leur date d'arrivée. Il y avait une question sur la possibilité de Il faut simplement le faire avant la fin de la période. Voilà, c'est Ah oui. le seul, la seule limite est là. Il faut le faire dans. C'est trop tard. Absolument. Il y avait une question sur la possibilité pour un candidat à l'entrée en 6e de candidater à la fois en classe CHAM et en cursus classique. Oui, alors on a souvent cette question, mais non, ça serait vraiment trop compliqué parce que l'audition est pas tout à fait la même chose que l'entretien classique. Donc non, c'est un choix, c'est cruel. Il faut choisir une voie ou l'autre voie. Voilà. Il n'y a évidemment. Il y a une question sur est-ce que les écoles privées sont en priorité sur les écoles publiques? Voilà. Non, pas du tout. En fait, peu importe que votre enfant vienne d'une école publique, privée sous contrat, parfois même hors contrat pour les plus jeunes, l'essentiel, c'est que, en tout cas, l'essentiel pour l'entrée en moyenne section en CP, c'est qu'on comprenne votre démarche. Voilà, c'est important. L'essentiel à l'entrée en CM1, c'est que finalement, votre enfant, il ait le niveau scolaire attendu, qu'on comprenne son niveau et qu'on puisse l'accompagner au mieux. Et c'est la même chose pour les autres niveaux. Donc voilà, il n'y a pas du tout de prérequis. Votre enfant peut venir d'une école privée sous contrat confessionnel, peut venir d'une école publique parisienne ou d'une école publique à proximité de Paris. Aucun problème. Nous étudierons son dossier et c'est aussi la diversité des parcours qui fait la richesse de notre établissement. Je prends une question, Thomas, sur les candidatures multiples. Oui, nous sommes sensibles aux élèves qui, je vois une famille qui témoigne sur des candidatures nombreuses. J'ai pris l'exemple de Pierre de Panafieux tout à l'heure, qui a passé 5 fois le test d'entrée à l'école alsacienne avant d'être admis. Lui, tout particulièrement, est très attentif aux candidatures multiples et nous, bien sûr, par extension. Donc oui, on a ce critère-là aussi. C'est pas le critère principal, mais nous le prenons en compte. Tout à fait. Il est mis à disposition des élèves externes une salle pour se restaurer, absolument. Il n'y a pas de micro-ondes pour les élèves parce que des questions d'hygiène ne nous le permettent pas, mais des salles pour se restaurer sont évidemment disponibles. On parle des plus grands élèves de l'école, Thomas. On parle bien des plus grands élèves de l'école, et en tout cas pas des élèves ni en maternelle ni en élémentaire. Tout à fait. On parlait des lycéens, oui, la question portait sur les lycéens. Pardonnez-moi, j'aurais dû le préciser à l'oral. Une question sur l'accompagnement des élèves de première et de terminale dans la construction de leur projet d'orientation. Beaucoup de dispositifs sont en place. Nous avons donc une équipe éducative nombreuse et beaucoup de personnes au sein de l'établissement peuvent être des interlocuteurs pour vos enfants. Des heures consacrées à l'accompagnement à l'orientation sont prévues dans les emplois du temps des élèves. Les professeurs principaux font un gros travail dès la classe de seconde pour accompagner chacun. Nous organisons également des soirées de rencontres entre des jeunes étudiants ou des jeunes professionnels et nos élèves. Nous organisons des conférences à l'occasion desquelles nous présentons un panorama des études supérieures à nos élèves, ainsi que nous pouvons proposer des conférences de découverte de différents univers métiers. Donc beaucoup d'actions d'accompagnement à l'orientation et d'information sur les processus
procédures d'orientation, que ce soit les procédures AFLNet en fin de troisième ou la procédure Parcoursup au lycée. Nous avons également un service de l'ouverture internationale qui se charge d'aider les élèves et leurs parents dans la construction, dans l'élaboration de dossiers de candidature dans d'éventuelles formations à l'étranger. Pour compléter, Thomas, ce que tu dis, la question de l'orientation de nos élèves, la façon dont nous accompagnons nos élèves pour leur permettre, à l'issue de leur baccalauréat, d'obtenir la formation qu'ils souhaitent, c'est la priorité absolue d'un établissement scolaire. La question, c'est pas tant de réussir le baccalauréat, c'est de réussir à obtenir une filière qui correspond aux souhaits de chaque élève. Et donc, vraiment, nous avons mis énormément de dispositifs en place et les personnes qui s'en occupent sont extrêmement compétentes sur cette question. Et franchement, je pense que c'est un des points qui fonctionne très bien, notamment pour une raison, c'est que nous n'avons pas vocation à orienter les enfants vers telle ou telle filière, telle ou telle formation dans le supérieur. Dans beaucoup d'établissements, il va de soi que les élèves, après l'établissement, vont en classe préparatoire. Nous, beaucoup de nos élèves choisissent la classe préparatoire parce que c'est une formation de grande qualité en France, mais on a beaucoup d'élèves qui font d'autres choix. Beaucoup d'élèves qui, par exemple, choisissent de commencer leur formation supérieure à l'étranger. Et nous les accompagnons pour rendre possible ce type de parcours. Voilà, donc c'est vraiment un point très important. Et quand je dis la qualité des personnes qui contribuent à cette orientation, Thomas Portenoy en est le premier. Voilà, et c'est une grande chance qu'ils puissent accompagner les élèves dans leur orientation. Merci. Je suis accompagné d'une équipe de professeurs principaux et de conseillers d'éducation extrêmement investis. Et donc, nous sommes vraiment à la disposition des élèves pour les aider. Une question sur les bourses de solidarité. À quel moment doit-on demander une bourse et y a-t-il des critères de revenus? Oui, alors la demande de bourse, elle peut se faire dès la demande d'inscription. C'est-à-dire que normalement, à la fin du processus d'inscription, on va vous orienter, si vous le souhaitez, vers la demande de bourse. Et on demande un certain nombre d'informations, ce qui fait que nous vous rendrons une décision avec simultanément l'admission ou non à l'école alsacienne, et en même temps le type de bourse dont vous pouvez bénéficier. Et si tout se passe bien, dans les prochains jours, on devrait mettre en ligne une petite calculette qui vous permettra de prévoir à quel type de bourse vous avez droit. On n'a pas eu le temps de finaliser cela, mais ça devrait arriver dans les prochains jours. Donc, d'autres questions sur l'influence des établissements d'origine des élèves sur l'étude de leur dossier. Encore une fois, nous sommes ouverts à tous les profils d'élèves, quel que soit leur établissement d'origine. Nous étudierons leur dossier avec attention. D'autres questions sur la sélection pour la classe CHAM. Si votre enfant joue du piano, en effet, nous mettrons à sa disposition un piano au moment de l'entretien à l'école alsacienne. Oui, il n'a pas besoin de l'emporter avec lui, bien sûr. Même chose mais ça vaut aussi pour la harpe et la batterie. Voilà. Les règles concernant l'usage du téléphone portable, on y a répondu un peu plus tôt dans le fil du chat. Le téléphone portable est interdit dans l'enceinte de l'établissement. Il peut être utilisé de manière très ponctuelle à 2 endroits très précis de l'établissement en cas de nécessité urgente. La seule exception à cela, c'est en cas de nécessité pédagogique, sous le contrôle d'un professeur. Les élèves peuvent être amenés à utiliser leur téléphone portable, mais c'est extrêmement ponctuel. Et les élèves bénéficiant d'un équipement numérique individuel ne devraient pas avoir à utiliser leur téléphone portable dans l'établissement. Il y a une famille qui demande si... Ah non, tu as déjà répondu peut-être, Thomas. Nos filles sont jumelles. Oui, Est-ce qu'elles perdues pour une... Tu as répondu?
Non, c'est J'ai- pas peine perdue. Ça s'est déjà produit, hein. On a des Absolument. exemples. On a Des des Mais jumeaux il arrive et des aussi qu'on triplés. prenne l'un des deux et pas l'autre, hein. Voilà, Ça peut aussi c'est ce se qu'on passer. disait. Absolument, c'est ce qu'on disait. Pour l'entrée en seconde, hein, on rappelle, il n'y a pas de test de français, ni de mathématiques, hein, simplement un entretien et l'étude du dossier scolaire. Et je crois que nous avons répondu. Alors non, les élèves de terminale ont-ils la possibilité de passer le BFI? Non, nous ne proposons pas le baccalauréat international, pas le BFI à l'école alsacienne. On en a parlé tout à l'heure, Brice Parent l'a présenté, et puis j'ai eu beaucoup de questions dans le chat également à ce propos. Nous proposons des sections européennes et des sections orientales, mais nous ne proposons pas le BFI à l'école alsacienne. Il y a la reprise d'une question sur le hors contrat, en particulier pour des élèves qui postulent en primaire, Gauthier. Aucun problème pour postuler. Ce qui est important quand un enfant vient d'un établissement hors contrat, c'est qu'il va postuler dans l'année de sa classe d'âge. Ça, c'est sûr. Oui, on a eu des questions également là-dessus, hein, savoir si des élèves de 3 ans pouvaient candidater en moyenne section. La réponse est non. Non. Il faut candidater dans sa classe d'âge. Les enfants ont le temps, la maternelle, c'est tellement extra que ça vaut le coup de profiter des 3 années, voire des 4 années quand un enfant démarre dans certains établissements en toute petite section. Profitons de la maternelle qui est vraiment un très chouette moment de sociabilisation, de compréhension des rôles sociaux de chacun et de commencer à être un parmi d'autres. Et si la question concernant la candidature pour des élèves venant d'établissements hors contrat portait sur l'entrée en 6e, même réponse, hein, nous étudions évidemment leur dossier sans discrimination. Les parents Il y a deux questions. Oui, je t'en prie. Oui, encore deux questions là que je vois, et puis ça sera peut-être les deux dernières, hein, parce que on va vous libérer. Quelle participation des parents d'élèves au sein de l'établissement? L'association, il y a une association particulière pour l'école alsacienne, l'association des parents d'élèves de l'école alsacienne, qui joue un rôle très important. On est vraiment en lien très 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 régulier chaque semaine avec cette association. Et donc, on a certains parents qui sont extrêmement impliqués. Il n'y a pas d'obligation dans cette implication, bien sûr, mais voilà, on apprécie vraiment ces échanges et puis on offre d'autres possibilités aux parents d'intervenir à chaque fois que c'est possible, de participer même à certains voyages scolaires dont on parlait tout à l'heure. Encore une fois, les parents sont vraiment les bienvenus dans notre établissement. Une question sur le test en 6e, est-ce que ça sera comment si on rentre un petit peu dans les détails? Alors écoutez, vraisemblablement, il y a des aspects un peu de grammaire et puis des aspects de rédaction, pas dissertation, hein, c'est pas du tout le niveau. Et oui, bien sûr, compréhension de texte aussi. Alors, pour les candidatures en mais c'est pas CHAM, QCM. Voilà. non, pas de QCM. Pour la candidature en CHAM, ce qui compte, c'est que votre enfant suive une formation de musique, soit dans un conservatoire, soit dans une école de musique. Oui, et donc si c'est pas encore le cas, il y a eu deux questions, je crois, de ce type-là, hein, sur du chant sans formation de solfège. C'est pas une lubie de notre part, hein, la classe horaire aménagée musique, c'est un dispositif de l'éducation nationale qui n'est possible qu'à la condition qu'il y ait une inscription dans un conservatoire ou dans une école de musique. Donc, il faut qu'il y ait cette inscription. Si elle n'est pas encore le cas, mais que le niveau général de votre enfant en musique est élevé, ben, peut-être voyez si c'est possible durant cette année, et puis on peut éventuellement vous mettre en lien avec le professeur coordinateur des classes à horaire aménagé musique qui pourra vous donner un peu plus d'informations à ce sujet. Voilà. Je crois que nous avons répondu à la plupart des questions. Eh ben, écoutez, il est temps pour nous de vous remercier et de vous souhaiter une très bonne soirée. Notre formulaire ouvre en ligne à partir de demain et il sera disponible et accessible jusqu'au mardi 2 janvier 2024. Très bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup, merci pour vos très nombreuses questions dans le chat qui
j'espère ont rendu cet exercice un petit peu participatif en dépit de la visio. Merci infiniment. Bon courage pour la candidature et surtout, rassurez vos enfants. J'espère que on pourra en prendre un maximum. Et pour ceux qui ne seront pas pris, vraiment, dites-leur que ils vont, on en est sûr, avoir une merveilleuse scolarité dans un autre établissement. Voilà, ça ne peut pas être un échec. Il faut surtout pas voir les choses comme ça. Merci beaucoup pour votre attention. Très bonne soirée. Merci.